Bonjour à toutes et à tous. Si j'ai bien compris, donc la présentation aujourd'hui, elle inaugure un cycle qui s'appelle « Approche systémique et politique publique ». Et il est question aujourd'hui de vous parler du territoire francilien et Montfini. Alors je vais un tout petit peu déborder de mon mandat quand même et vous parler d'approche systémique et de politique publique juste au début. Alors je sais qu'à l'ADEME on aime bien Gors, donc je vais ouvrir avec un petit dessin de Gors. Une fois que je vous ai dit ça, vous pouvez aller prendre un café parce que je vous ai résumé le lien que du haut de mes maintenant 56 ans, j'ai constaté pendant 25 ou 30 ans sur la relation entre le pouvoir politique et n'importe quelle démarche rationnelle intelligente. N'importe laquelle. Dit autrement, moi je crois, et surtout je suis investi de la légitimité des urnes. Vous êtes le technocrate là, qui n'a aucune légitimité parce que je ne sais pas d'où vous sortez, donc je vous demande de faire et vous faites. Et si le technocrate lève le doigt en disant « Monsieur, ce que vous me demandez » ou « Madame », récemment, ce que vous me demandez n'a ni queue ni tête, c'est tais-toi, dehors, va voir ailleurs si j'y suis, exécute tes fonctionnaires, moi j'ai la légitimité démocratique. Donc on va se faire plaisir cet après-midi, je suis un tout petit peu désagréable en entrée, je pense que ça n'aura que très peu d'influence sur les promesses totalement farfelues qui vont continuer d'abonder dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà, ça va avoir malheureusement extrêmement peu d'influence, parce que le processus qui amène la surenchère électorale est un processus qui est déconnecté de la réalité des faits. D'accord ? C'est un processus déconnecté de la réalité des faits. Voilà, il n'a rien à voir. En plus, la réalité des faits, deuxième truc très désagréable que je vais dire en entrée, c'est qu'elle n'est pas exactement celle qu'on pense tout le temps. Vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre, ou plus exactement les émissions de CO2 par dollar de valeur ajoutée, c'est-à-dire par dollar de PIB, que nous avons en Europe sur les 50 dernières années. Donc vous voyez qu'en Europe, sur les 50 dernières années, comme nous sommes connus pour être un continent extrêmement écolo avec des politiques publiques extrêmement féroces en faveur de l'environnement, nous avons divisé par un facteur 3 la quantité de CO2 par dollar de PIB sur 50 ans. Voilà. Alors après, on va voir des gens qui sont connus pour n'avoir strictement aucune politique publique en matière d'environnement et on constate qu'on a divisé par 3 les émissions de CO2 par dollar de PIB. Alors, ça vous fait rire ou ça vous fait pleurer, selon les jours, etc. Mais ça questionne quand même très fortement la question de savoir quelle est la part des tambourinades sur le poitrail en expliquant « c'est à cause de ma politique publique intelligente que les choses se sont passées ». Quand vous voyez ça, vous pouvez très sincèrement vous poser la question de savoir est-ce que la politique publique, dans cette histoire, elle précède l'action où elle revendique un truc qui arrive pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec la politique publique, et derrière, vous faites un très beau paquet cadeau dans lequel vous habillez le truc en vous attribuant des mérites qui ne sont absolument pas les vôtres. Hein ? Et là aussi, je vais peut-être vous paraître un peu cynique ou caustique, mais mon expérience personnelle, c'est que dans ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, vous avez 20% du premier et 80% du deuxième. Grosse maille. Alors, je vais vous donner un autre exemple, toujours avec des courbes. Vous avez ici la quantité de CO2 par kilowattheure d'énergie primaire en Allemagne. Alors, je rappelle que l'énergie primaire, c'est l'énergie qu'on prélève dans l'environnement, par opposition à l'énergie finale, qui est celle qu'on donne à manger aux machines, je viendrai dans pas longtemps. Donc, c'est la quantité de CO2 sur l'ensemble de la consommation énergétique de l'Allemagne, c'est-à-dire charbon, gaz, pétrole, nucléaire, éolien, etc. Je vous ai volontairement masqué l'échelle des abscisses, là. Donc maintenant, je vais faire un petit sondage dans la salle. Qui pense que le début de la transition énergétique allemande, c'est là? Personne? Qui pense que c'est là? Non? Qui pense que c'est là? Qui pense que c'est là? Qui pense que c'est là? Bon, vous voyez? Alors vous avez la réponse. La réponse, c'est que c'est au début de la flèche, en gros, c'est milieu des années 90, fin des années 90. Donc ce que vous dit ce graphique, c'est que si vous regardez l'évolution en série longue de la quantité de CO2 émise par kilowattheure d'énergie primaire ou par tonne équivalent pétrole d'énergie primaire en Allemagne, vous n'êtes pas foutu de savoir à quel moment une politique publique qui leur a quand même coûté 300 milliards d'euros à ce jour, alors ils s'en foutent, ils ont 200 milliards de soldes d'exportateurs par an, donc s'ils ont envie de se payer cette danseuse, il n'y a pas de problème, mais ça leur a coûté 300 milliards et vous êtes infoutu en regardant cette courbe de savoir à quel moment ça a commencé. En fait, ça n'en a pas eu.
Ça n'en a pas eu d'effet disruptif sur les émissions de CO2. En fait, quand vous regardez, je ne vous mets pas la courbe, mais quand vous regardez les émissions de CO2 par type d'énergie utilisée en Allemagne, ce qui a baissé le plus vite depuis le milieu des années 90, c'est le pétrole, qui n'a strictement rien à voir avec la production électrique. Qui n'a absolument rien à voir avec la production électrique. Si vous regardez la France, de temps en temps, les Français aiment beaucoup s'auto-flageller, mais enfin de temps en temps, on a aussi le droit de dire du bien de ce qu'on fait, pas interdit. Eh bien, vous voyez que pour une valeur en euros de 2016, parce qu'en euros de 1973, ce n'était pas la même chose, mais en euros de 2016, qui vaut à peu près le même montant, d'ordre de grandeur, là, vous avez quand même un effet discernable sur les émissions de CO2 par kilowattheure utilisées en France. Donc, la politique publique dans cette histoire, c'est très très difficile de savoir évaluer ses mérites effectifs. Alors, l'approche systémique, c'est facile de vous décrire ce que c'est, on va en parler dans pas longtemps. Mais par contre, de savoir si elle a le moindre effet, en fait, si toute construction intelligente a le moindre effet sur les politiques publiques et si les politiques publiques elles-mêmes ont le moindre effet sur ce qui se passe, ça, c'est 2 étages de la fusée qui sont l'objet de beaucoup plus de discussions. Et dans notre pays, où on n'aime pas le contrôle de gestion, de faire le bilan ex post ou le post-mortem des mesures qui ont été prises pour voir si effectivement ça servait à quelque chose, un truc qu'on n'aime pas trop faire. D'accord ? On n'aime pas trop faire. Voilà, donc, et puis alors on a, comme je le disais tout à l'heure, un problème qui est que la politique publique, ça ressemble trop souvent à ça. D'accord ? Alors ça, c'est la malédiction de la démocratie, expliquait Tocqueville, parce que vous faire élire en expliquant que vous allez faire moins bien que le voisin, c'est compliqué. D'accord ? À partir du moment où vous élisez les gens par acclamation, très très compliqué de dire votez pour moi et votre pouvoir d'achat va baisser. Vous pouvez essayer, ça ne marche pas bien. C'est très compliqué de dire votez pour moi et vous allez transpirer un grand coup et vous allez avoir des ENR, mais vous allez y laisser 20% de votre pouvoir d'achat. Compliqué, compliqué. Donc en pratique, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. D'accord ? Alors il n'y a pas de problème, hein. Allons-y, le PIB va augmenter, mais dans le même temps, on sera neutre en 2050, il y aura plus tout le monde aura accès à la bagnole, mais elles seront toutes électriques. 100% ENR, donc la maison qui organise, pas les mêmes, hein, sympa, vous explique que dans l'électricité puis dans le gaz, il n'y a pas le moindre problème at no cost. Et du reste, derrière la loi de transition énergétique, on a rajouté pour la croissance verte. Voilà, moi je ne sais pas pourquoi verte, les verts c'est 5% de l'électorat, on aurait pu faire la croissance bleu, blanc, rouge, hein, ça c'était 100% de l'électorat. Voilà, donc on est en termes de politique publique, je viens de vous expliquer que si vous prenez un regard historique, c'est-à-dire si vous faites le post-mortem de ce qui s'est déjà passé, vous avez un nombre incalculable d'exemples où par ailleurs il y a des gens qui ont raconté des trucs intelligents au même moment et ça n'a pas eu le moindre effet sur ce qui s'est passé. Alors en fait, je vais vous proposer un proxy pour l'impact sur l'environnement qui s'appelle l'énergie. Et en fait, je vais vous le proposer pour une très très bonne raison. C'est que l'énergie, c'est non pas, contrairement à ce qui vient à l'esprit de tout le monde quand on parle d'énergie ou une facture ou l'objet d'un débat, l'énergie, c'est avant tout une grandeur physique qui a le bon goût de caractériser le changement du monde qui nous entoure. C'est quand même bien. Parce que si on veut quantifier l'impact qu'on a sur l'environnement, on a une grandeur à notre disposition, qui s'appelle l'énergie, qui quantifie l'impact qu'on a sur l'environnement, puisque ça quantifie la transformation de l'environnement. C'est ça la définition de l'énergie. Donc l'énergie, avant d'être l'objet de savants débats dans notre pays, pour lesquels en général les résultats sont écrits à l'avance, hein, je vous signale qu'en entrée du DNTE, il y avait la promesse électorale de Hollande de faire 50% de nucléaire dans l'électricité, donc en sortie du DNTE, il a dit c'est vachement bien de faire 50% de nucléaire dans l'électricité, no surprise. Et là, je peux vous dire qu'en entrée du débat sur la PPE, du reste on a mis un antinucléaire à la tête de la commission particulière du débat public pour être sûr que c'est bien ça qu'on aurait, vous aurez le fait que ça serait quand même vachement bien de baisser le nucléaire dans l'électricité. Voilà. J'ai vécu ce genre de truc de l'intérieur, donc je peux vous dire que le résultat est écrit à l'avance, tout simplement parce qu'un élu n'a pas la compétence technique, donc le ministre du moment, il n'a pas la compétence technique pour savoir exploiter la matière qui serait laissée par les contributions intelligentes, parce qu'en plus il faut savoir faire le tri, pour être capable derrière de faire un truc remontant, donc consensuel, avec sa cohérence interne. En fait, c'est impossible de faire un truc remontant avec sa cohérence interne. Ça n'existe pas. Quand vous faites un truc cohérent, vous faites des choix, et quand vous faites des choix, vous faites des perdants. Donc un truc remontant qui a sa cohérence interne, c'est juste impossible. Donc l'énergie, c'est ce qui quantifie l'impact sur l'environnement, c'est sa définition.
D'accord? C'est sa définition. En fait, la définition de l'énergie, c'est la transformation d'un système. C'est ce qui quantifie la transformation d'un système. L'énergie, elle est régie par un certain nombre de lois. En particulier, il y a deux grandes lois qui régissent l'énergie, qui sont les deux principes de la thermodynamique, dont le premier est très très simple, on l'appelle aussi la loi de conservation de l'énergie. Et ce premier principe de la thermodynamique dit un truc d'une simplicité biblique, mais aux conséquences terribles. Ce premier principe dit que dans un système clos, l'énergie se conserve. Donc dans un système clos, ni vous ne produisez, ni vous ne détruisez d'énergie. L'énergie se conserve, et elle ne se conserve pas à peu près. Il n'y a pas 3% de démarques inconnues. Non, non, c'est très exactement conservé. Ce qui veut dire que si vous prenez l'humanité, tant que l'humanité n'est pas capable d'extraire de l'énergie de l'environnement, elle ne peut rien sortir comme service. Pour que vous ayez une production effectuée par les hommes, c'est-à-dire un truc qui sort du système humain, eh bien, il faut que vous ayez en entrée de l'énergie extraite de l'environnement. C'est indispensable. Dit autrement, utiliser de l'énergie, ça n'est rien faire d'autre que de la sortir de l'environnement et ensuite de l'exploiter à notre profit. C'est ça consommer de l'énergie. C'est à sortir de l'environnement. Alors l'énergie qu'on sort de l'environnement s'appelle de l'énergie primaire. Une fois qu'on a fait une première transformation de l'énergie primaire pour être capable de la mettre dans une machine, parce qu'une machine ne mange pas du pétrole brut, une machine qui mange de l'électricité, vous n'en avez pas dans l'environnement, sauf dans les éclairs d'orage, mais ce n'est pas très commode à utiliser. Donc vous avez une transformation dans le système énergétique d'énergie primaire en énergie finale. Et l'énergie finale, c'est ce qui rentre dans une machine. C'est-à-dire que l'électricité qui rentre dans mon ordinateur, c'est de l'énergie finale, et le carburant qui rentre dans vos voitures, parce qu'aujourd'hui la SNCF fait grève, sinon c'est pas bien, c'est aussi une énergie finale. Ce n'est pas ce qui sort de l'environnement. Alors, utiliser de l'énergie, c'est donc l'extraire de l'environnement, mais une fois que vous l'avez extraite de l'environnement, une fois que vous avez l'énergie, elle ne sert à rien en tant que telle. Donc vous avez sorti du pétrole de terre, une fois que vous avez votre pétrole, là, pour autant, vous n'avez pas une voiture qui se déplace. Pour avoir une voiture qui se déplace, il faut que vous ayez le pétrole et la voiture. Et la voiture, en fait, c'est un convertisseur d'énergie. Donc, utiliser de l'énergie, c'est avoir deux ingrédients en main. C'est avoir l'énergie elle-même, et c'est avoir un convertisseur qui va être capable d'utiliser cette énergie pour en faire autre chose. Alors, historiquement, le seul convertisseur que les hommes ont eu à leur disposition, c'était eux-mêmes. Vous êtes un convertisseur d'énergie. Je suis un convertisseur d'énergie, j'ai mangé à midi, je suis capable de transformer ça en mouvement de mes cordes vocales. Je suis aussi capable de transformer ça en mouvement de mes jambes. Je suis capable de transformer ça surtout en chaleur corporelle, qui fait que je me maintiens à 37 degrés, parce que si je passais à 34, il faudrait que j'aille à l'hôpital à côté, je ne pourrais plus causer, etc. Mais donc, on utilise de l'énergie qu'on prend dans l'environnement et on en fait de la chaleur et du mouvement. Et cette énergie qu'on prend dans l'environnement, c'est les trucs qui se mangent. D'accord ? C'est ça qu'on prend dans l'environnement. On prend aussi la chaleur du soleil en direct, soit dit en passant. Plus il fait chaud, et moins on a besoin de manger pour assurer sa régulation thermique, puisque nous aussi, nous sommes sujets au DJU, exactement comme les bâtiments. D'accord ? Donc quand il y a moins de DJU, on a besoin de moins manger. C'est pour ça que vous mangez moins l'été. En tout cas, si vous mangez autant, poignée d'amour s'en ressentent. Donc ce qu'on utilise, nous, comme énergie, c'est juste des choses qui se mangent. Et puis, Watt et Papin et leurs petits copains, en fait, bien avant même, il y a eu la marine à voile et les moulins à eau, ont découvert qu'on était capable d'extraire d'autres formes d'énergie de l'environnement, mais que nous ne sommes pas capables d'exploiter. Par exemple, vous, si vous vous mettez sous une chute d'eau, ça ne vous confère pas une aptitude à marteler de la tôle. D'accord ? Si vous vous mettez, comme on vous a fait faire dans les cours de récré, là, je suis moins con qu'un moulin à vent, mais je tourne plus vite, enfin, vous vous rappelez. Bon. Si je vous mets dans le vent, ça ne vous donne pas une aptitude à moudre du grain. D'accord ? Et si je vous fais boire du pétrole, ça ne vous fera pas avancer plus vite. Donc, vous n'êtes pas capable de convertir un certain nombre d'énergies disponibles dans l'environnement pour lesquelles les ingénieurs des temps anciens ou plus modernes ont été capables de mettre au point des convertisseurs qui, eux, étaient capables d'exploiter cette énergie. Donc on a exploité successivement toutes les énergies renouvelables qu'on avait à disposition. Donc un monde 100% ENR, oui c'est possible, il n'y a strictement aucun débat là-dessus. C'était la condition humaine il y a 2 siècles. Donc si la condition aux limites que tout le monde accepte, c'est 500 millions d'agriculteurs, 25 ans d'espérance de vie à la naissance, il n'y a aucun problème pour refaire un monde 100% ENR. Aucun problème. D'accord ? Si la condition aux limites, c'est 7 milliards de terriens dont le pouvoir d'achat n'a pas baissé, alors là, je parie tout mon argent sur le fait qu'on n'y arrivera jamais. Never. Le monde n'est pas assez vaste pour ça, parce qu'il ne fait que 13 000 km de diamètre. Mais sinon, 100% ENR, ça ne pose aucun problème. Encore une fois, c'est là qu'on était il y a 2 siècles. Et puis, on a découvert d'autres trucs. Voilà, on s'est mis à utiliser du charbon, du pétrole, du gaz, etc.
Donc, comme utiliser de l'énergie, en fait, c'est mobiliser un convertisseur, ce qu'il faut comprendre maintenant à chaque fois que je vais parler d'énergie, c'est machine. Utiliser de plus en plus d'énergie, c'est mobiliser de plus en plus de machines. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'utiliser de moins en moins d'énergie, c'est très désagréable. Ça veut dire se défaire progressivement d'un certain nombre de machines qui nous rendent la vie si douce. Les voitures, qui sont des exosquelettes qui font de nous Superman pour de vrai, parce que Superman vole à 120 km/h, quand vous regardez dans les films, et bien vous, dans une voiture, vous ne volez pas. Si vous prenez l'avion, vous volez plus vite que Superman. Enfin, non, Superman vole aussi vite qu'un avion. Mais vous êtes Superman pour de vrai, grâce à l'énergie. Donc l'énergie nous a donné un énorme exosquelette. Alors il n'a pas la forme d'un homme, enfin, sauf que maintenant il y a des chercheurs de robots là, qui essayent vraiment de lui donner la forme d'un homme parce qu'ils s'amusent. Mais sinon, ça n'a pas la forme d'un homme, mais c'est quand même un énorme exosquelette qui a augmenté nos capacités d'une manière extraordinaire. Et augmenter nos capacités, c'est augmenter notre prédation sur l'environnement. Par définition. Augmenter nos capacités, c'est augmenter notre prédation sur l'environnement. Alors cette capacité à mobiliser des machines, la voici. Donc vous avez ici, alors j'ai laissé le terme consommation, encore une fois c'est impropre et j'en suis désolé, parce que vous ne consommez pas ni la biomasse, enfin si la biomasse vous consommez ce qui se mange, mais vous ne consommez pas du bois, enfin pas terrible si vous mangez de la sueur de bois. Vous ne consommez pas du charbon sauf pour les flatulences, vous ne consommez pas de pétrole, vous ne mettez pas les doigts dans la prise électrique, enfin je vous le déconseille aussi. Donc d'une manière générale vous ne consommez pas l'énergie, donc j'aurais dû barrer cette légende là en bas et remplacer ça par capacité de transformation du monde par personne, plutôt ça que j'aurais dû écrire, parce que c'est vraiment ça qu'il faut lire. Alors ce que vous voyez, c'est que rapporté à l'individu, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 20 000 kWh par personne et par an. Il y a un siècle et demi, on était à peu près à 5 000, mais là-dedans, l'essentiel, c'était de la biomasse, et l'essentiel servait à se chauffer. Donc à l'époque, c'était la déforestation du Morvan qui alimentait Paris en bois de chauffage, c'était exactement ça, et les premières forges, qui avaient besoin, soit dit en passant, d'une quantité de bois absolument considérable pour faire un peu de fonte dans des conditions beaucoup moins efficaces que ce qu'on avait aujourd'hui. C'est les premières machines à vapeur également. Donc ça sert essentiellement à se chauffer, ça sert très peu à faire de la force mécanique. Ce que vous voyez, c'est que le charbon a substitué partiellement le bois, parce qu'il servait aussi à se chauffer au début, et puis après il s'est mis à faire autre chose. La quantité de charbon par personne n'a jamais décru depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon. Donc le charbon n'a jamais été une énergie du passé, ça a toujours été une énergie de l'avenir. Soit dit en passant, les Français ont très fortement augmenté leur consommation de charbon ces 15 dernières années, parce qu'à chaque fois que vous achetez un truc made in China, vous achetez un truc made in charbon. Donc on consomme, nous les Français, je dis bien on consomme, pas sur notre sol, mais on consomme beaucoup plus de charbon aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Tous vos smartphones et tous vos ordinateurs, et le mien aussi, ont été made in charbon. 500 kg de CO2, ça. Et là-dedans, vous devez en avoir, grosse maille, 300 ou 400 qui viennent du charbon. Donc, le charbon, aujourd'hui, sert essentiellement à faire de l'électricité. Soit les 2 tiers du charbon extrait d'une mine terminent leur vie dans une centrale électrique. Vous voyez que le pétrole n'a pas remplacé le charbon, il est arrivé par-dessus. Donc le pétrole n'a pas substitué le charbon, tout simplement parce qu'il ne sert pas à la même chose. Le pétrole, c'est l'énergie de la mobilité par excellence. Le pétrole est l'énergie qui a la plus grande densité énergétique par unité de volume de toutes les énergies que nous manipulons. Donc quand vous devez vous déplacer avec votre énergie que vous emmenez avec vous, cas d'une voiture, cas d'un bateau, cas d'un avion, c'est le pétrole que vous allez choisir parce que ça a de très loin la plus grande densité énergétique par unité de poids ou de volume comme vous voulez. Le pétrole, c'est 12 kWh par kilo. Les batteries plomb-acide de vos véhicules, c'est 30 Wh par kilo. 30. Il faut donc 30 kg pour faire 1 kWh, 300 kg pour faire 10 kWh, 1 litre de pétrole. Et donc là, vous comprenez pourquoi la voiture électrique a perdu la partie face à la voiture à pétrole, parce que les deux ont été en compétition il y a 1 siècle et 20 ans, et c'est la voiture à pétrole qui a gagné haut la main. Certes, elle avait une moindre efficacité de son moteur, mais c'était considérablement plus que compensé par le fait qu'elle était capable d'emmener avec elle l'énergie nécessaire à son déplacement. Alors l'avion électrique, ça existe, ça coûte 300 millions d'euros et ça emmène une personne. Bon. L'avion à hydrogène, ça existe, ça s'appelle la fusée Ariane, mais globalement, vous n'avez rien de mieux que le pétrole pour la mobilité, et c'est la raison pour laquelle 98% de ce qui roule, vole ou navigue sur Terre utilise du pétrole. Donc le pétrole, c'est l'énergie de la mondialisation.
c'est l'énergie de l'étalement urbain, c'est l'énergie des chaînes logistiques longues et de la spécialisation industrielle, parce que si vous n'avez pas de chaîne logistique longue, vous n'êtes pas capable de spécialiser les activités de manière... vous êtes obligé d'avoir tout sur place, et donc des gens polyvalents et moins productifs par tâche. Et puis en haut, là, vous avez ce qui nous excite en ce moment. Bon. Je vais quand même rappeler un truc que normalement dans cette salle vous devriez savoir, encore que, mais il n'y a pas le moindre lien, jamais, nulle part, entre la pagination d'un sujet dans le journal et son importance réelle dans le monde. Zéro. Du reste, s'il y avait un lien, si les journalistes étaient des gens qui d'eux-mêmes reflétaient ce qui est important dans le monde, les services com serviraient à rien. Le journaliste regarderait le communiqué de presse en disant « je me fous de ce que tu racontes, puisque de toute façon, moi je sais ce qui est déjà important dans le monde et je vais parler de ça. Donc toi, tu es en train de m'expliquer que tu as sorti un nouveau produit. Moi, je pense que ce n'est pas important, que ce qui est important, c'est qu'il y ait 1,5 million d'accidents, de gens qui meurent dans des accidents de voiture dans l'année, et je vais parler de ça. » Bon. En fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un journal, c'est une gare de triage qui réagit aux sollicitations externes. C'est pour ça que tous les journaux du 20h parlent tous de la même chose le même jour, parce qu'ils ont reçu les mêmes dépêches issues des mêmes communiqués de presse. Donc il ne faut pas croire une seule seconde que la presse hiérarchise ce qu'elle publie en fonction de l'importance réelle. C'est tout un tas d'autres critères qui vont être utilisés, mais pas ça. Pas ça. Il se trouve que quand vous regardez dans le monde les variations respectives de chaque énergie sur les 15 dernières années, donc de combien chaque énergie a augmenté ou baissé sur les 15 dernières années, le charbon a augmenté 20 fois plus que le solaire sur les 15 dernières années. Donc si la presse reflétait l'importance réelle dans le monde, pour un article sur le solaire, vous devriez en avoir 20 sur le charbon. Je pense que vous pouvez témoigner du fait que ce n'est pas exactement ça que vous lisez dans la presse française. Donc je répète, il n'y a pas de lien entre l'importance réelle des processus dans le monde. Par contre, il y a un lien entre l'émotion dans la population et la pagination dans le journal, donc entre la réaction politique et la pagination dans le journal. Donc si le journal n'arrête pas de dire que les ENR c'est formidable, parce qu'il y a des gens qui sont là pour le dire et qu'on a envie de leur faire dire, eh bien le pouvoir politique dira les ENR vont résoudre tous mes problèmes et donc je fous le paquet sur les ENR et je ne m'occupe pas du reste. Ce qui est à peu près ce qu'on est en train de faire en ce moment en France. Voilà. La réalité, en fait, c'est que l'essentiel de ce qui a permis la civilisation industrielle, c'est des énergies fossiles, et il y a une excellente raison à ça, c'est qu'elles sont considérablement plus efficaces que les énergies renouvelables. Pour avoir des grandes densités de puissance, pour avoir des grandes puissances directement à disposition, les énergies fossiles sont imbattables. Imbattables. Et aujourd'hui, à travers les machines qui sont la contrepartie de l'évolution de ces kilowattheures, là, eh bien, l'humanité a multiplié sa puissance musculaire par un facteur 200. Dit autrement, l'exosquelette que nous nous sommes créés à base de trains, d'emboutisseurs, d'extrudeurs, de tréfileuses, de cimenteries, d'aciéries, de bateaux, d'avions, de frigos, de pompes, etc., just name it, eh bien cet énorme exosquelette que nous avons créé, à tout instant, il est 200 fois plus puissant que les muscles de l'humanité. Donc je vous le redis encore autrement, avec les convertisseurs qui savent manger du pétrole, du gaz et du charbon, et accessoirement le reste, on a créé de toutes pièces une exoplanète de 1400 milliards de bonshommes qui pédalent en permanence, comme Charlton Heston dans Solar Green, là, et qui nous envoient l'énergie correspondante. Voilà ce qu'on a créé, sans avoir besoin de les nourrir. Ou plus exactement, les nourrissant au pétrole, au gaz et au charbon. Alors c'est vachement bien, juste c'est pas renouvelable, mais pour le moment c'est vachement bien. Et le système qu'on a bâti par-dessus est un système qui est dépendant de la pérennité ou pas de ça, ça et ça. Alors qu'est-ce qu'on a bâti par-dessus ? La retraite à 52 ans pour les cheminots, les 10 semaines de congés payés pour les gens chez EDF, les week-ends et les 5 semaines de congés payés pour les gens comme moi, le fait que j'ai terminé mes études à 25 ans, parce qu'à l'époque où il n'y avait pas l'énergie abondante, dès 15 ans ou dès 12 ans, j'aurais été dans les champs en train de ramasser des patates, comme tout le monde, le fait qu'on peut partir loin comme ça, le fait qu'on ait pu concentrer dans les villes des gens qui n'ont pas de fonction productive sur la matière, voilà. Tout ça, c'est des contreparties de l'énergie abondante, tout ça. Alors que cette énergie, elle ait un pouvoir, l'énergie fossile, soit beaucoup plus efficace que les énergies renouvelables, je vais vous en donner un exemple ici, un seul, hein, il y en a plein d'autres. Je vais prendre une énergie dans le vent, sans mauvais jeu de mots, donc l'énergie éolienne. Imaginons que vous preniez un cube de 1000 mètres cubes d'air, donc un cube de 10 mètres de côté. Là, cette salle, elle doit faire à peu près 10 mètres sur 10 mètres et elle fait 2,50 mètres de haut, donc vous prenez 4 fois le volume d'air de cette salle. Hein.
Et vous imaginez que cet air souffle à 80 km/h, c'est-à-dire 45 nœuds pour ceux qui font de l'avion, c'est pas bien, ça consomme du pétrole, ou du bateau à voile, c'est mieux. Et vous l'injectez dans une éolienne. Eh bien, l'énergie que vous allez récupérer en sortie est la même que celle que vous avez dans 3 ml de pétrole. Ce qui ne fait pas beaucoup. Et par ailleurs, avec cette énergie-là, vous l'avez à la disposition et vous vous en servez quand vous voulez. Donc si vous avez décidé qu'avec cette énergie-là, votre voiture partait à 8 h du matin, elle part à 8 h du matin. Avec cette énergie-là, tant que vous n'avez pas stocké, votre voiture part quand il y a du vent. Donc quand il n'y a pas de vent, vous appelez, en fait vous ne l'appelez pas parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas de vent. Donc vous envoyez un pigeon voyageur à votre patron en disant « je ne viens pas au boulot parce qu'il n'y a pas de vent ». Si votre patron entend que vous alliez au boulot à 8 h du matin, même quand il n'y a pas de vent, il va falloir prendre cette énergie et la stocker. À ce moment, effectivement, vous n'avez pas besoin de lui envoyer un pigeon voyageur, vous pouvez vraiment aller au bureau à 8 h quand il n'y a pas de vent. C'est une autre manière de dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire une comparaison méthodologique invalide en permanence, qui est de comparer le coût au mégawattheure des énergies fatales avec le coût au mégawattheure des énergies pilotables. Donc si vous remplacez du nucléaire à 100 € du mégawattheure pilotable par de l'éolien à 80 € du mégawattheure non pilotable, dans le deuxième cas de figure, vous n'allez pas au bureau quand il n'y a pas de vent. Donc ce que vous avez économisé à la production, il y a une toute petite contrepartie de l'autre côté. Donc évidemment, tout le monde se garde bien de parler quand on fait ce genre de comparaison. En fait, la seule comparaison légitime, et là j'en reviens aussi à un truc qui drive pourtant des politiques publiques de manière très puissante, la seule comparaison légitime quand vous avez un mode fatal et un mode pilotable, il n'y en a que deux. Soit vous comparez le coût complet du mode fatal avec son stockage, donc vous dites je veux conserver le pacte social qu'on a aujourd'hui dans la société qui est que l'énergie est disponible quand les gens le souhaitent. D'accord ? Donc l'ADEME a organisé un colloque ici qui démarrait à 16 h, et donc à 16 h, l'ADEME souhaite qu'il y ait de l'électricité qui permette d'alimenter le vidéoprojecteur. Elle ne dit pas « je ferai un colloque, virgule, s'il y a du vent ». Un colloque, il démarre à 16 h. Et donc à ce moment, il faut rajouter le moyen de rendre le mode fatal pilotable. Donc ça doit être inclus dans le coût. Ou bien vous dites « j'ai le mode fatal et je garde le mode pilotable par ailleurs pour faire le backup ». Et à ce moment, la bonne comparaison, c'est le combustible évité dans le mode pilotable versus le coût complet du mode fatal. Et donc à ce moment, les 80 € du mégawattheure de l'éolien ou les 60, vous devez les comparer aux 10 € du mégawattheure hors coût du CO2 de la lignite, ou aux 20 € du mégawattheure hors coût du CO2 du charbon, ou aux 40 € du mégawattheure hors coût du CO2 du gaz, ou en première approximation 0, parce que la durée de vie du combustible dans le réacteur ne dépend pas tellement de combien on va tirer dessus, parce que les arrêts de tranche sont programmés avec des contraintes qui sont marginalement ajustées avec ce genre de truc. Donc en première approximation 0 du nucléaire. Allez, mettez 2 € du mégawattheure si vous voulez. Donc en France, tant que l'éolien et le solaire coûtent plus cher que 2 € du mégawattheure, ce n'est pas concurrentiel avec le nucléaire. Installé. C'est ça la bonne base de comparaison. C'est évidemment pas l'histoire qu'on vous sert tous les jours. Donc là, si je fais une comparaison de coûts, donc ici j'ai en mode fatal 6 à 8 centimes par kilowattheure, mais si je rajoute le stockage, vous multipliez par 3, au bas mot, voire plus. Et de l'autre côté, mon kilowattheure d'énergie déjà stocké me coûte 0,3 centimes. C'est le reflet du fait que l'argent ne paye que les hommes, l'argent ne paye pas la nature, et ça demande beaucoup moins de travail humain d'extraire de l'énergie de l'environnement de cette manière que de l'extraire de cette manière. C'est pour ça qu'historiquement, on est passé des moulins à vent au moteur à combustion interne. Les grands moulins de Paris, ils sont passés de là à là. C'est ça qu'ils ont fait, historiquement. Et la raison, vous l'avez là, c'est physique. Alors, on peut chercher à invalider la physique par un vote à l'Assemblée nationale. Je prends les paris avec qui veut, sur la somme d'argent que vous voulez, sur le succès de l'affaire. Donc je m'installe à la sortie, là, devant notaire, on prend tous les paris avec qui veut. Évidemment que ça ne marchera pas. Ça n'empêche pas la puissance publique de se comporter comme telle, en tablant notamment sur l'ignorance d'un certain nombre de gens et sur l'incapacité de la presse à jouer correctement son rôle quand il s'agit de diffuser les faits, mais elle n'est pas faite pour ça, en fait, quand on regarde bien. Donc vous avez un delta de prix entre les deux qui est de quelques dizaines, voire plus. Et en plus, je vous rappelle que si l'énergie ici est renouvelable, le dispositif de collecte ne l'est pas. Parce que l'éolienne aujourd'hui est faite à base d'énergie fossile et de minerais non renouvelables.
Donc l'énergie est renouvelable, le dispositif de collecte, non. Non. D'accord? Donc quand on dit ça c'est une énergie verte, ouais, enfin je le redis, on aurait pu l'appeler énergie bleu, blanc, rouge, rose, grise à paillettes, enfin non, quoi. C'est de l'énergie éolienne collectée par une éolienne. Voilà. Et il faut regarder le truc dans le détail pour savoir si oui ou non on va pouvoir vivre là-dessus pendant 2 siècles avec 30 000 euros de PIB par Français, enfin 30 000 euros de revenus par Français et par an. Voilà, alors dans les autres malentendus qu'on a dans notre pays, vous avez évidemment tous entendu que la France était un pays tout nucléaire. Hein, et ça, c'est une autre capacité qu'on a dans notre pays, c'est celle de réduire le débat à une de ses composantes. Voilà, c'était déjà le cas en 2003, c'était le cas en 2012, ça sera le cas dans 3 ans, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Vous pourrez rentrer dans le détail pour expliquer pourquoi. Mais... vous avez ici la quantité d'énergie utilisée par secteur en France. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'énergie utilisée, c'est des milliards de kilowattheures, des térawattheures, et la barre dépend de l'endroit où se trouve la machine qui utilise l'énergie. Donc si la machine elle est chez vous, là où vous habitez, et qu'elle sert à vous chauffer, ça s'appelle résidentiel et ça s'appelle chauffage. Et à prendre des douches aussi. Si elle sert à autre chose, cuisson, ascenseur, éclairage, frigo, whatever, là. Même chose dans les bâtiments qui servent à une activité économique, chauffage, autre chose, sauf les procédés industriels. Donc si les machines servent à fabriquer des objets, c'est là. Si les machines sont dans les champs, c'est là. Et si les machines servent à déplacer des personnes ou des marchandises, c'est là. D'accord ? Et chaque couleur représente l'énergie primaire qui a servi à alimenter les machines après transformation. Hein? Maintenant, je cercle tout ce qui vient des hydrocarbures dans notre pays. Et je vous pose la question, pensez-vous que la France soit un pays tout nucléaire? Vous montrez ça à un élève de primaire, vous enlevez nucléaire, pétrole, machin, vous mettez sucre, farine, œuf, lait, et vous lui dites « Est-ce que tu crois que le seul ingrédient du gâteau, c'est ça ?» Le gamin va vous dire « Non, non, ce n'est pas le seul ingrédient du gâteau. » Bon, ça n'empêche pas la presse de continuer à ânonner ce slogan stupide que la France est un pays tout nucléaire. Donc moyennant quoi, on ne s'occupe pas de ça, qui est déjà en décrue subie en Europe, et qui est déjà à l'origine de nos déboires économiques. D'accord ? Monsieur Ristori, ici devant directeur général de la Direction générale de l'énergie à la Commission européenne, ne sait pas que l'Europe, enfin il y a 2 ans, il ne savait pas que l'Europe était en décrue subie pétrolière. Il ne savait pas. Et je pense que Monsieur le maire ne le sait pas plus. Et je pense que Hulot, malheureusement, s'en fiche. Donc, c'est un tout petit sujet. Alors, dernier sujet de malentendu, ça c'est un graphique qui date d'il y a 2 jours, enfin je l'ai récupéré il y a 2 jours, je connaissais déjà l'info. Et l'info, en fait, la première fois que je l'ai entendue, c'est grâce à une étude que Daniel Bois a fait depuis 2002. Qui connaît Daniel Bois dans cette salle ? Même pas les gens de l'ADEME, non ? Daniel Bois, il fait depuis 2002 une enquête sur la perception du changement climatique par les Français. Et dans les questions qu'il pose, il y a celle-là, alors maintenant l'IFOP la pose aussi, pour chacun des éléments suivants, indiquez si selon vous, il contribue à l'effet de serre, etc. Alors vous avez l'industrie, l'agriculture, les transports, machin, etc. Puis il y en a un, c'est les centrales nucléaires. Regardez la réponse des Français. Ça c'est beaucoup et ça c'est un peu. Ça, c'était en 2014, ça, c'est en 2015, ça, c'est en 2016, et ça, c'est en 2017. Donc, vous avez 77% des Français qui pensent qu'en baissant le nucléaire dans l'électricité, on contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. 77% des Français. D'accord ? Donc, le gouvernement, qui se garde bien de rectifier ce fait, ça l'arrange. C'est quand même sympa de marier une promesse électorale avec le fait que vous avez accordé la physique à ce que vous êtes en train de faire. Hein ? Surfe sur un monstrueux malentendu, parce que vous pouvez reprocher tout ce que vous voulez au nucléaire, mais jusqu'à preuve du contraire, fissionner un noyau d'uranium en 2, ça n'est pas oxyder un atome de carbone. Je peux répéter doucement. Hein ? Fissionner un noyau d'uranium, ce n'est pas oxyder un atome de carbone. D'accord ? Donc, voilà, donc c'est une illustration de plus des malentendus. Voilà, ça c'était juste une petite illustration que j'aime bien d'une toute petite partie de nos esclaves des temps modernes, tout à fait moraux, hein, tout à fait admis,
Non seulement ils sont admis, mais on cherche à les augmenter partout et tout le temps, parce que l'aide au développement, par exemple, c'est d'augmenter ce genre de truc. Puis après, on dit « Ah merde, les pays émergents font plus d'émissions. » C'est d'augmenter ça. Ces convertisseurs qui ont leur nourriture particulière et qui nous amènent une force mécanique qui, du coup, vont permettre de remplacer les hommes. Alors, cette affaire-là, et c'est là que j'en viens à l'Île-de-France, ça a fortement structuré l'emploi. Vous avez ici une évolution qui concerne au premier chef l'Île-de-France, parce qu'il n'y aurait pas 10 millions de franciliens s'il n'y avait pas eu gaz, pétrole et charbon. Et il n'y aurait pas des emplois de bureau pour quasiment 10 millions de franciliens s'il n'y avait pas eu gaz, pétrole et charbon. D'accord ? Donc, vous, toutes là, ce qui est dans cette salle, ça m'étonnerait que vous soyez agriculteur. Si vous avez le boulot, et ça m'étonnerait que vous soyez ouvrier, si vous avez le boulot que vous avez, c'est à cause du pétrole, du gaz et du charbon. Alors, j'explique un tout petit peu. Donc, vous avez ici, en série longue, l'emploi en France sur 2 siècles. J'en profite pour faire une petite incise. Quand vous voulez comprendre un processus, essayez de disposer des séries les plus longues possibles. Essayez de disposer des séries les plus longues possibles. La quantité de contresens qu'on peut faire quand on prend une série courte est absolument phénoménale. Alors en économie, on adore faire ça. On adore prendre des séries très courtes et puis du coup comprendre le problème de travers. Il faut vraiment garder les trucs sur les séries les plus longues possibles. C'est pas facile évidemment. Donc ici, vous avez la structure de l'emploi. Ce que vous constatez il y a 2 siècles, c'est que les gens qui travaillent dans l'agriculture, c'est plus de la moitié, les 2 tiers de la population active. Ce qui signifie 2 choses. La première, c'est que la productivité d'un agriculteur est suffisante pour qu'il se nourrisse lui, plus une demi-personne qui fait autre chose. La deuxième chose que ça signifie, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'urbains. Parce que les agriculteurs sont rarement en ville. Vous avez la population agricole qui va augmenter un peu entre 1800 et 1850. Alors à cette époque-là, l'industrie, c'est encore vraiment de la proto-industrie, ça n'aide pas beaucoup, ça ne change pas beaucoup la productivité par personne. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'en coupant des forêts, on est capable d'augmenter les surfaces cultivées. À ce moment, on peut nourrir plus de monde, donc la population est capable d'augmenter, et à proportion, la quantité d'agriculteurs. À partir de 1850, vous commencez à avoir un essor industriel qui va mettre à la disposition des agriculteurs en quantité croissante des outils plus performants pour cultiver. Collier de trait qui est capable d'être fabriqué en plus grande quantité, des charrues plus performantes, des bades, etc. Enfin bon, bref, donc la proto-industrie commence à fournir à l'agriculture des outils qui permettent d'augmenter la productivité agricole. Et dans le même temps, l'énergie croissante donc, a permis de faire les forges et l'industrie qui augmentent la productivité des agriculteurs. À ce moment, un agriculteur peut nourrir plus de personnes. Donc vous enlevez une condition aux limites pour mettre plus de personnes ailleurs. Et vous avez également de l'énergie qui permet d'extraire de l'environnement autre chose que de la photosynthèse, parce que l'agriculture extrait de la photosynthèse de l'environnement. Hein. Donc vous pouvez extraire des pierres de carrière, des métaux, etc. et donner du travail à tous les gens dont le métier est d'extraire des matières minérales et de les transformer, ça s'appelle l'industrie. Et à la suite de l'industrie, quand vous augmentez la production industrielle, vous augmentez 2 choses, vous augmentez les comptables, vous augmentez les restaurants et vous augmentez les gens de maison chez les gens qui ont fait fortune dans l'industrie, donc vous avez les servis, vous augmentez les banquiers, etc. Donc vous avez tout ça qui suit derrière. Et puis, après la guerre, on ne va pas mieux équiper les paysans, on va les remplacer. Parce que quand vous prenez un tracteur de quelques dizaines de kilowatts, développe la même puissance mécanique que quelques centaines de personnes ou quelques dizaines d'animaux de trait. Donc vous mettez des tracteurs dans les champs et vous êtes capable de virer tous les gens qui étaient dans les champs à la place des tracteurs. Et par ailleurs, la deuxième chose qui va accroître encore ça et qui vient aussi de l'énergie fossile, c'est le développement des engrais. Le pétrole permet de transporter à la surface de la planète phosphate et potasse très facilement parce que vous avez quelques gisements très productifs dans le monde. Donc après, c'est quand même plus facile que d'avoir ces éléments minéraux qui viennent du fumier de cheval. Ça va plus vite. Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est faire des engrais azotés. Et le début de la fabrication des engrais azotés, c'est l'extraction du gaz. Hein, les engrais azotés, c'est un sous-produit de la fabrication de l'ammoniac qui, elle-même, est une chimie qui s'opère à partir du gaz, qui, tout naturel qu'il est quand même une énergie fossile. Pour ceux qui aiment bien les dirigeables et qui pensent qu'on va remplacer l'aviation par des dirigeables à l'hélium, je vous dis par ailleurs un truc qui va peut-être vous amuser, l'hélium est également un sous-produit de l'utilisation de l'extraction du gaz.
Donc quand on n'extraira plus de gaz naturel et énergie fossile, il n'y aura plus d'hélium. Donc ça va être un peu con pour faire des dirigeables à l'hélium. Enfin bon, on pourra toujours les faire à l'hydrogène, c'est pas très grave. Donc on met les machines dans les champs, et à ce moment, la quantité d'agriculteurs s'effondre. Donc la quantité d'agriculteurs, vous le verrez dans pas longtemps, est simplement une fonction inverse de la quantité d'énergie disponible par personne dans un pays. Très simplement. Cette énergie croissante permet donc de mettre des machines, pas que dans l'agriculture, ailleurs, et donc on en met dans l'industrie, donc on extrait de plus en plus de matériaux, du coup on est capable d'employer de plus en plus de gens pour transformer tout ça, parce qu'en fait à cette époque-là, la quantité d'énergie disponible par personne augmente. La quantité d'énergie augmente plus vite que la démographie. Donc si la quantité d'énergie par personne augmente, ça veut dire que vous avez de plus en plus de machines par personne, en moyenne, et donc vous pouvez augmenter l'emploi dans l'industrie. Parce que dans l'industrie, un emploi, c'est une machine. Que fait un ouvrier dans l'industrie? Il est au service d'une machine. Pas de machine, pas d'emploi. Hein? L'ouvrier est au service de la machine. Dans les travaux publics aujourd'hui, c'est pareil. Le conducteur de camion est au service du camion, l'opérateur de marteau-piqueur est au service du marteau-piqueur, et le type qui enlève les bandes blanches avec son chalumeau à gaz, là, il est au service du chalumeau à gaz. Si j'enlève le camion, le marteau-piqueur et le chalumeau à gaz et que je donne à ces gens-là juste leurs mains nues, voire juste des pelles et des pioches, les travaux publics ne vont pas vraiment avoir la même tête. Donc, l'augmentation de l'énergie et l'augmentation des machines permettent d'augmenter l'activité dans ce secteur. Et puis, après les chocs pétroliers, l'énergie par personne s'arrête d'augmenter dans les pays occidentaux. En fait, ce qui va se passer au moment des chocs pétroliers, c'est que l'énergie par personne s'arrête d'augmenter. Et si l'énergie par personne s'arrête d'augmenter, mais que la taille moyenne de la machine manipulée dans l'industrie continue d'augmenter, à ce moment, vous avez le nombre d'emplois dans l'industrie qui baisse. C'est très exactement ce qui s'est passé. La production industrielle, elle continue d'augmenter. En France, entre les chocs pétroliers et 2007, vous pouvez oublier la désindustrialisation, la production industrielle a été multipliée par 2. Donc la délocalisation qui fait qu'il n'y a plus de production industrielle, c'est n'importe quoi. On a arrêté de faire des chaussettes et on a fait des Airbus. Mais la production industrielle a augmenté. Hein. Elle se met à baisser à partir de 2007 à cause du stress énergétique. Peut-être, je ne sais plus si j'en parle aujourd'hui. Il n'empêche que la production industrielle augmentant, la quantité de services peut augmenter. Parce que qu'est-ce que les services? Ce sont, comme leur nom l'indique, des services au flux physique. C'est des services au flux physique. Prenons un exemple. Si demain matin, les ventes de voitures passent en France de 2 millions de voitures à 1 voiture par an. C'est une contraction de l'industrie automobile. D'accord? Assez vite derrière, vous allez contracter l'assurance automobile, service. Vous allez contracter le crédit auto, service. Vous allez contracter la réparation des voitures, service. Vous allez contracter le commerce des drives, service, etc., etc. Vous allez contracter les cinémas où les gens viennent en bagnole. Donc, en fait, vous vous rendez compte que les services ne sont pas capables de vivre leur vie indépendamment de la production industrielle. Prenons un autre exemple, l'enseignement. Si vous arrêtez de construire des bâtiments et que ceux qui existent tombent en lambeaux, eh bien, vous arrêtez d'avoir des enseignants parce que enseigner dehors sous la flotte au milieu de l'hiver, c'est quand même un peu compliqué. Du reste, les classes en plein air dans Astérix ont toujours lieu l'été, on se demande bien pourquoi. Donc, vous avez tous les services, en fait, reposent sur des flux industriels sous-jacents. Des services que vous seriez capable d'assurer au milieu du vide intersidéral sans production industrielle, il n'y en a pas. D'accord? Donc, ils sont tous assis sur des flux industriels sous-jacents. Et l'idée qu'on va dématérialiser la société en n'ayant que des emplois de service, c'est comme l'élixir de jouvence de tout à l'heure. C'est à peu près aussi vraisemblable. Sauf qu'il y a quand même un petit truc qui se met à se passer au moment des chocs pétroliers. Les services continuent d'augmenter parce que la production industrielle continue d'augmenter, mais vous commencez à avoir une première discontinuité dans le système et vous voyez apparaître une nouvelle catégorie d'emplois, si je puis dire, qui n'existait pas avant, qui s'appelle les chômeurs. Ça veut dire que le monde, à ce moment-là, commence déjà à ne plus être assez vaste, il commence déjà à être suffisamment fini pour que vous ne puissiez pas offrir un emploi à tout le monde dans un contexte de croissance globale. Déjà à ce moment-là, vous ne pouvez plus. Hein? Alors voilà la traduction statique de ce que je viens de vous dire sur l'agriculture en dynamique. Donc là, je vous ai montré la France sur 2 siècles. Là, je vous montre le monde en 2013. Le monde en 2013, c'est ce nuage de points rouges, très joli. Et chaque point représente un pays. Et pour chaque pays, j'ai mis en abscisse la quantité d'énergie disponible par personne dans le pays en question
et en ordonner la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. Bah, vous voyez, c'est extrêmement simple. Dis-moi combien d'énergie par personne tu consommes et je te dirai quelle est la quantité de paysans que tu as chez toi. Alors, de ça, une première question pour le territoire francilien. Quand la quantité d'énergie par personne va se mettre à faire ça, comment est-ce qu'on organise ça? Comment est-ce que je dégonfle l'Île-de-France pour remettre des gens à faire des yaourts et à faire pousser des patates? Alors qu'aujourd'hui, ce n'est absolument pas ce qu'on leur promet. On leur promet de la high-tech, machin, des lunettes Google en 3D, je ne sais pas quoi, enfin des conneries pour gamins. Bon, c'est des conneries pour gamins. Mais là, on a un petit sujet, là. Bon. Et en plus, ça ne pourra pas être en Île-de-France. Aujourd'hui, l'Île-de-France produit 6% de sa nourriture. Donc là, je suis en train de vous dire une chose. Je suis en train de vous dire que la construction des villes est un sous-produit de l'énergie abondante permettant de ne plus avoir la population à la campagne et que l'aménagement du territoire qui fait sens dans un monde où l'énergie se contracte, c'est de dégonfler les villes. Bon courage. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la résilience économique de la ville commence à être attaquée, et elle commence à être attaquée là où l'énergie est la plus indispensable pour que les flux continuent à s'organiser, c'est-à-dire les banlieues. Donc la manière dont vous pouvez voir qu'un pays commence à être sous stress d'approvisionnement énergétique, c'est quand ça commence à aller mal dans les banlieues de ces villes. Et c'est très exactement là que se trouvent les populistes qui ne trouvent pas l'histoire drôle. Enfin, personne ne trouve l'histoire drôle, mais je veux dire, les électeurs des populistes ne trouvent pas l'histoire drôle. Donc ils votent avec leurs pieds. Alors, tant que l'énergie augmente, voilà ce que ça donne. Vous avez ici l'aménagement urbain en France avant-guerre, l'aménagement urbain après-guerre, il y a quelques années. Ben, vous voyez, les villes ont grossi grâce à l'énergie abondante qui permet d'avoir un hinterland extrêmement vaste et de faire venir tout ce qu'on mange et tout ce qu'on porte sur soi et tout ce qu'on achète de plus en plus loin. Et c'est nécessaire, encore une fois. Si le bassin d'approvisionnement de l'Île-de-France aujourd'hui c'était 200 km, on serait infoutu de donner à manger aux franciliens, on serait infoutu de les vêtir, et on serait évidemment infoutu de vous fournir vos ordinateurs, on serait infoutu de nous fournir notre mobilier, enfin on ne fournit plus rien, quoi. Hein? Donc plus une ville est grosse, plus ses racines s'étendent loin. Donc elles sont grosses, et par ailleurs, vous voyez que les campagnes se sont vidées. Et la question de savoir si la ville est dense et étalée, c'est un déterminant du deuxième ordre. Donc pendant très longtemps, j'ai pensé que ce qui était important, c'était que la ville, dans son fonctionnement du quotidien, sur la mobilité et le chauffage, ne consomme pas beaucoup d'énergie. En fait, j'ai fini, à mon âge, on est un peu lent, hein, j'ai fini par arriver à la conclusion que en fait, le truc important, c'est pas tellement qu'elle soit dense ou étalée, c'est qu'elle soit grosse ou petite. Donc le premier facteur de vulnérabilité d'une ville dans un monde à l'énergie contrainte, c'est sa taille. Elle est très performante tant que l'énergie est abondante quand elle est très grosse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le concours de quéquette entre tous les maires du monde entier pour avoir une plus grosse que celle du voisin, donc une plus grosse ville. Par contre, parce qu'on est player mondial, etc., je considère pour ma part que le Grand Paris est un anachronisme, c'est-à-dire que c'était vachement bien de le faire il y a un siècle et qu'aujourd'hui, c'est juste une énorme connerie. Aujourd'hui, c'est une énorme connerie. Urbaniser les terres du plateau de Saclay, qui sont parmi les meilleures terres à blé de France, je ne le sais pas parce que je suis un militant, parce que j'ai demandé à un agriculteur qui les cultive, et qui n'est pas du tout un écolo, hein, il fait du conventionnel, standard, etc. Il me l'a dit, j'ai dit, il paraît que, il m'a dit, ah oui, c'est parfaitement clair. Hein. Donc urbaniser ces terres à blé, tout ça pour mettre ensemble des chercheurs qui auraient très bien pu travailler ensemble, s'ils étaient restés là où ils étaient, c'est juste un truc totalement anachronique. Totalement anachronique. Donc là, voilà un exemple où la dynamique des systèmes vous dit voilà ce que l'énergie a fait, donc réfléchissez à est-ce que c'est pérenne, etc. Tout le monde n'en a rien à foutre. Je veux dire. Bon, enfin, il faut dire que Christian Blanc, qui a fait partie des promoteurs du truc, est quand même un mec un peu space. Oui, il a écrit un livre qui s'appelle La croissance ou le chaos, dans lequel il écrit que la production d'un champ est strictement proportionnelle au nombre de paysans qui y travaillent. Donc vous prenez un hectare, vous multipliez les paysans qui travaillent dedans par 1000 et la production augmente par 1000. Harry Potter est enfoncé. Vous avez ici les déplacements du quotidien en Île-de-France. Alors ça, c'est un autre effet lié à l'énergie abondante. En 1975, donc c'est la distance domicile-travail. Donc vous voyez partout où c'est blanc, c'est moins de 5 km, etc. Donc ici, ça veut dire que c'est agricole, hein, c'est ça que ça veut dire. Là aussi, là aussi, là aussi. Là, c'est très dense, donc les gens vont à pied, ils vont au bureau voilà, ou en métro, etc.
Et vous voyez quand même que globalement, il n'y a pas énormément d'endroits où les gens ont besoin de beaucoup se déplacer pour aller travailler. Et puis ça, c'est la même chose en 1999. Alors, soit dit en passant, le Grand Paris, il va être là. Le problème, il est là. Donc on va foutre 40 milliards dans la résolution d'un problème qui n'existe pas. Avec les ENR, on met 100 milliards dans la résolution d'un problème qui n'existe pas. Donc il n'y a pas de problème pour mettre des milliards dans des problèmes qui n'existent pas. 100 milliards à ce jour, les ENR. Vous faites sigma des contrats signés sur le solaire et l'éolien à fin 2016, 100 milliards. Les gens gueulent parce qu'on a arrêté sur les APL 5 € par mois, je ne sais pas quoi. Vous faites le total des sommes qui sont concernées, vous êtes 1 ou 2 ordres de grandeur en dessous. Donc là, sans que personne ne bronche. 100 milliards. Bon. Et là, quelques dizaines qui ne vont pas servir à grand-chose. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tous ces trucs-là? Une des raisons, c'est à cause de cet individu et de ses petits copains d'il y a 2 siècles. Parce qu'à cette époque-là, au moment où naît l'économie classique, et aujourd'hui l'indicateur qui est l'alpha et l'oméga de tous les indicateurs que nous manipulons, c'est-à-dire les euros. L'ADEME manipule quelques euros, les budgets, euros. Je pense que les euros sont plus importants à l'ADEME que les kilowattheures, du reste, comme partout ailleurs. Notre ami Jean-Baptiste Say, on ne vire personne à l'ADEME au nom des kilowattheures, alors qu'on a des euros, on peut le faire. Monsieur Jean-Baptiste Say, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les kilowattheures, on s'en fout. Ce n'est pas un sujet, on s'en fout. Et en fait, tous les économistes classiques à l'époque, ils disent, l'économie va compter ce qui est rare, la nature n'est pas rare, elle est infinie, donc elle vaut 0, donc on ne la compte pas, on s'en fout. C'est ça qu'il fait à cette époque-là. Et on invente donc un système, qui est le système économique, dans lequel ça, c'est gratuit. Donc la nature s'est crevée pendant 14 milliards d'années, c'est quand même un peu plus long qu'une révision du bac, 14 milliards d'années, pour faire un système Terre, les 92 éléments du tableau de Mendeleïev assemblés dans toutes les combinaisons possibles, 30 millions d'espèces vivantes, un océan, enfin plus exactement des océans, un système climatique, des montagnes, des écosystèmes, des sols cultivables, des minerais un peu partout, gratos, ça ne nous a pas coûté un centime. Tout ça est gratuit. Alors essayez de refaire le PIB mondial au milieu du vide intersidéral, c'est-à-dire sans ça, vous allez quand même avoir quelques problèmes. Donc c'est essentiel et c'est gratuit. C'est ça notre problème, c'est que c'est essentiel et c'est gratuit. Donc M. Say, il a forgé une vision qui est aujourd'hui la vision communément admise à la fois dans le monde politique et chez les économistes académiques qui ont leur oreille, qui est un système sans limite. Vous avez 2 facteurs de production, la population et le capital, et à ce moment, le supermarché est plein. Personne ne vous dit, avec cette vision-là, la vision économique classique, quand le PIB mondial atteindra 126 382 milliards de dollars, il s'arrête. Alors que tout à l'heure, je vous ai montré que le diamètre de la Terre, quand vous allez d'un bout à l'autre, quand vous avez atteint un peu plus de 13 000 km, ça s'arrête. Ça s'arrête. Vous sortez, vous montez dans l'atmosphère, quand vous avez fait entre 7 et 15 km selon la latitude, vous vous arrêtez d'être dans la troposphère. Ça s'arrête. Si vous montez une main le long de mon corps, vous arrivez au-dessus de 1,72 m, ça s'arrête. Donc tous les systèmes physiques ont une fin. Et là, on a inventé une représentation conventionnelle du monde qui nous entoure, parce que l'économie est une représentation conventionnelle qui n'a pas de limite. C'est quand même merveilleux. Merveilleux. Donc, l'infini est à notre portée. Et l'infini est à notre portée parce qu'à l'époque, je le redis, où on a fait l'approximation au premier ordre avec la monnaie, enfin avec les euros, avec la production, avec l'économie, eh bien on a dit les 2 seuls trucs qui comptent, c'est le capital et le travail. Alors, ça explique pourquoi, quand ça commence à patauger et que les cheminots gueulent, les retraités gueulent, les étudiants gueulent, etc., on dit que l'ADEME gueule pour son budget, on dit il n'y a pas de problème. Pour augmenter ça, je vais augmenter ça, donc on fait du quantitative easing partout. Voilà, la monnaie aujourd'hui, c'est simple, vous appuyez sur la touche return sur le clavier de votre ordinateur et vous avez créé 50 milliards d'euros. C'est aussi simple que ça de créer de la monnaie aujourd'hui. Donc on en crée plein. Et puis on botte le cul des feignants en leur disant tu vas pas bosser, Pôle emploi va passer chez toi, va vérifier, va te tirer les oreilles, etc. Enfin bon bref, donc on détaxe le travail, on détaxe le coût horaire, etc. Bon bref, on essaie. Et puis comme dit l'autre, ça mieux pas. Quand vous regardez la production industrielle en 2017 en Europe, elle est inférieure à ce qu'elle était en 2007. Inférieure. Le trafic routier sur les autoroutes, pour les marchandises, est inférieur.
l'index de la construction est inférieur, la production industrielle est inférieure. Donc ça ne doit pas être ça la représentation du système, parce que sinon ça marcherait. Bon. Alors en fait, la représentation du système est assez simple. Certes, vous avez besoin de gens pour transformer et de capital, mais en fait, vous avez besoin de retrouver ici les atomes enfin tous les atomes du tableau de Mendeleïev que vous avez là-dedans, vous avez besoin de les prendre quelque part. Donc vous avez besoin des ressources en entrée. Vous ne faites pas un fauteuil sans du pétrole qui va vous fournir les fibres synthétiques, sans du minerai de fer qui va vous faire l'armature en métal. D'accord? Vous n'êtes pas assis sur du vide là en ce moment. Hein, comme Bip Bip le coyote là, non. Vous êtes assis sur des fauteuils bien matériels. Donc cette matière, on l'a prise quelque part. Hein. On l'a prise dans l'environnement, ça s'appelle des ressources. Et par ailleurs, on a transformé, parce que vous n'avez pas le cul sur du minerai de fer là en ce moment, donc on a transformé le fauteuil. Et la transformation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'énergie. Et cette transformation, on a utilisé des convertisseurs qui sont nous-mêmes et des machines. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ratio entre les machines et nous, c'est de 1 à 200. Donc en fait, le premier facteur limitant sur la transformation, il est là. Il n'est pas là-bas. Les hommes aujourd'hui sont surnuméraires, c'est bien la preuve qu'il y a des chômeurs, enfin la preuve en est qu'il y a des chômeurs partout. Donc vous pouvez virer 10% de la population mondiale et vous ne changerez pas le PIB d'un iota. Il y en a trop, de toute façon. On est en excès de bonhomme. Ça ne pose aucun problème. L'Allemagne a augmenté son PIB en décroissant sa population. C'est bien la preuve que ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le nombre de machines. Il y a un siècle, ou même il y a 60 ans, le PIB français était supérieur au PIB chinois, alors qu'à l'époque, je vous assure que la population chinoise était supérieure à la population française. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est les machines. Donc à l'époque, la France avait plus de machines que la Chine. Donc le PIB était supérieur. Point. Point. Les États-Unis ont eu le premier PIB mondial parce qu'en 1939, ils produisaient 70% du pétrole mondial à eux tout seuls. Donc ils avaient plus de machines que tout le monde. Donc ils avaient la première puissance industrielle. À l'époque où c'était que les bras qui comptaient, il y a 1000 ans, la Chine avait le premier PIB mondial de loin. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle est dans sa quête à la croissance. Elle ne veut que retrouver le rang multimillénaire qui a été le sien. C'est juste ça. Et puis ensuite on discutera. Ils sont bien partis pour. Si vous avez un goulet d'étranglement sur l'énergie, pardon, oui, le capital, c'est une boucle interne. Si vous avez un goulet d'étranglement sur l'énergie, eh bien, vous aurez un goulet d'étranglement sur le nombre de machines au travail et donc sur la production en sortie, même si vous avez des banquiers très compétissants et même si vous avez plein de gens qui sont prêts à bosser. Ça compte pas. Si vous avez un goulet d'étranglement sur les ressources, par exemple, les ressources minérales pour faire le Grand Paris, eh bien, vous aurez un peu moins de Grand Paris. D'accord ? Il n'y a pas que le travail et le capital comme facteurs limitants dans le système économique. Or, les autres indicateurs, personne ne les surveille. Donc vous pouvez faire de la politique publique, vous pouvez faire une analyse systémique basée sur des indicateurs qui ne sont pas dans les prix, tout le monde s'en fout. Vous allez parler à M. Draghi des ressources métalliques, M. Draghi s'en contrefou. Vous allez parler à Emmanuel Macron, il s'en contrefou aussi du reste. Bien chez Rothschild, il a quelques excuses. Mais... donc, il s'en contrefou. Il ne comprend même pas de quoi il retourne, je pense. Il ne voit pas le sujet. Il se trouve que, malgré les horreurs que je suis en train de vous raconter, je suis depuis 2 ans chargé de cours à l'ENA. Ils ont l'impression d'avoir affaire à un martien. Ah bon c'est... Enfin, ouais. Alors voilà la traduction de ce que je viens de vous raconter. Vous avez ici une courbe qui vous donne depuis 1965 la valeur ajoutée totale dans le monde, c'est-à-dire le PIB, en dollars constants, et ici la quantité totale d'énergie utilisée par les hommes, c'est-à-dire la quantité totale, de machines utilisées par les hommes. En fait, c'est ça que ça vous donne. Et vous voyez que vous avez une superbe droite. Donc dis-moi combien d'énergie tu consommes, en fait ça veut dire dis-moi combien de machines tu utilises, et donc je te dirai quelle est ta production, tant qu'il n'y a pas de facteur limitant sur les ressources ou sur autre chose. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et comme l'énergie est fossile, voilà pourquoi, comme le dit l'excellent Brice Lalonde, ça fait 23 COP qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Parce que se mettre d'accord sur une baisse rapide des émissions de CO2, vous êtes bien assis, c'est se mettre d'accord sur la manière d'organiser une récession mondiale. Fermez le banc, ça n'arrivera jamais. Donc on peut continuer à aller dans les COP, c'est très sympa. Moi j'ai été à Poznan en 2008, j'ai été à Copenhague en 2009, c'était absolument génial, c'était électrique comme ambiance, j'adorais. Et par ailleurs, soit dit en passant, 2009 est la seule COP où il s'est passé un truc disruptif. La seule, c'est pour ça que les ONG vexées ont qualifié ça d'échec. Si j'ai quelques minutes devant moi pour vous raconter cette anecdote, parce qu'elle est intéressante.
Donc, on arrive à Copenhague. Alors, Copenhague, c'est, comme toutes les COP, une assemblée générale. Donc, imaginons que vous soyez une AG de copropriétaire. On voit qu'il commence à se marrer, vous avez compris. Vous êtes une AG de copropriétaire. Et puis, chacun à tour de rôle, dans une enceinte où il n'y a qu'une personne pour attribuer la parole, mais pas de syndic. C'est une assemblée de copropriétaires, il n'y a pas de syndic. Personne n'a préparé quoi que ce soit, soumis au vote, en entrée, en disant « moi je sais, j'ai consulté, faites-moi confiance, etc. » Voilà ce que... Non, pas de syndic. Il y a juste un temps de parole qui est attribué, voilà, donc vous levez la main, vous levez la main, vous levez la main, vous avez le droit de parler. Et à partir de ça, il faut arriver à mettre tout le monde d'accord sur un texte contraignant. Donc il faut que vous arriviez à vous mettre d'accord sur les travaux qu'on va faire, la clé de répartition des charges, parce que vous rentrez, il n'y a pas de clé de répartition des charges. Il n'y en a pas. Hein. Vous êtes dans un système onusien, un pays, une voix. Hein. Donc à ce stade, il n'y a pas de répartition des charges. Et vous devez, par acclamation consensuelle, vous mettre d'accord sur le montant des travaux, la nature des travaux, la répartition des charges et le calendrier des travaux. Qui pense que la probabilité de succès est supérieure à 0? Ça n'arrivera jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague? Il s'est passé exactement ça, c'est-à-dire qu'en arrivant au début de la COP, alors vous savez, quand les gens font des propositions et que les propositions ne sont pas consensuelles, on met des expressions entre crochets. Hein. Et donc, en entrée de la COP, il y a un draft de papier qui est en discussion, et dans lequel il est dit les Nations Unies attendu que je ne sais pas quoi, donc là les gens sont d'accord, l'Assemblée des Nations Unies propose de limiter le réchauffement à 1,5 entre crochets, 2 entre crochets, 2,5 entre crochets, 3 entre crochets, 3,5 entre crochets, 4 entre crochets, 4,5 entre crochets, puis je crois que ça s'arrêtait là. Et puis il y en a comme ça des centaines ou des milliers dans le texte. Bon, alors au bout d'une semaine, les gens se sont mis d'accord sur rien, arrivent les ministres, ils se sont toujours mis d'accord sur rien, et arrivent les présidents, parce qu'on avait dit Copenhague, ça va être un truc important. Donc vous avez tous les présidents de la Terre qui arrivent, et il n'y a rien à signer, parce que les gens ne se sont toujours pas mis d'accord. Alors un président, il n'aime pas ça. Et à ce moment, ce qui se passe, c'est que quelques présidents, dans lesquels il paraît que Sarkozy a joué un rôle discriminant, m'a dit Brice Lalonde, et tant mieux si c'est vrai, prennent par la main leurs copains en disant « écoutez, on ne peut pas repartir la queue basse comme ça, donc on va faire quelque chose ». Et donc vous avez overnight un conseil d'administration qui fait irruption dans le système, c'est-à-dire les pays puissants qui disent on se réunit à 20 et les autres fermeront leur gueule, ils signeront ce qu'on va leur proposer. Ce qui est le mode de gouvernance avec lequel vous avancez. C'est le mode de gouvernance avec lequel vous avancez. Tous ceux d'entre vous qui travaillent dans les entreprises, le patron vous dit vous allez faire ça, et si vous ne le faites pas, il vous vire. Je veux dire, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Si tous les matins dans une entreprise, il y avait une assemblée générale pour décider du produit qu'on va vendre le lendemain, bon courage. Bon, donc, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous avez un conseil d'administration qui se met en place, et à ce moment, le conseil d'administration fait un job de conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il sort une feuille blanche, et puis il met en 12 bullet points ce sur quoi les gens sont d'accord dans les grands principes. Et alors, les présidents sortent, au bout de quelques heures, un draft de papier dans lequel ils disent « nous sommes d'accord pour 2 degrés ». Donc les 2 degrés datent de Copenhague, ils ne datent pas du tout de Paris, hein. Ils datent de Copenhague. « Nous sommes d'accord pour 100 milliards de fonds verts ». « Nous sommes d'accord pour la clause de dommage ». Donc tous les trucs majeurs que vous avez dans l'accord de Paris, ils datent de Copenhague. Bon. Sauf que nos amis danois, ils ont un peu manqué d'ambition et ils ont dimensionné le centre de conférence pour 15 000 personnes. Alors 15 000 personnes, c'est la quantité de gens que vous avez la première semaine. Vous avez 5 000 journalistes, 5 000 fonctionnaires, membres des délégations, et 5 000 observateurs, c'est-à-dire les ONG de toute nature, pas seulement environnementales, pour l'égalité des sexes, pour la libération des tribus amazoniennes, enfin vous avez tout, c'est assez rigolo, hein, c'est très marrant. Donc 5 000 représentants d'ONG. Et puis arrivent les délégations présidentielles. Alors Sarkozy c'est 70, mais il est ridicule à côté d'Obama qui arrive avec 200 ou 150, je sais pas. Bon bref, donc 5 000 personnes aussi. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait un ordre de priorité. Les délégations présidentielles sont évidemment prioritaires. Ensuite, la presse est évidemment prioritaire. Et pour les ONG, on passe de 5 000 à 90 places. Alors, vous imaginez la sérénité des dirigeants d'ONG qui sont victimes, entre guillemets, de ce genre de truc, qui hurlent au complot. Il n'y a juste pas de complot. Il y avait 13 000 personnes à Poznan. Les Danois se sont dit, bon, on va faire 15 000. Il y a 0 complot derrière. Vous pouvez éventuellement parler d'incompétence si vous voulez, il y a 0 complot. Donc les ONG éjectées, chauffées à blanc,
Et à 3 heures du matin, dans la nuit du jeudi au vendredi, quand les premiers drafts commencent à fuiter, alors je le sais parce que j'étais à côté de la nana de l'AFP, du desk environnement de l'AFP, à taper la discute avec elle, là, donc je me rappelle très très bien de ce moment-là, arrive une nana du VVF avec le truc en 2 pages et 12 bullet points, qui pose ça sur le bureau de la journaliste en lui disant « Regarde-moi ça, il n'y a que 2 pages, c'est un scandale, c'est un échec », et le mot est parti. Et comme à ce moment-là, les hauts fonctionnaires ne pouvaient rien dire parce que les présidents étaient en train de discuter, donc quand le président discute, vous vous amusez pas à avoir un avis. Hein. Donc il y avait dans l'enceinte, face à la presse, pas les délégations présidentielles, puisqu'ils étaient occupés à discuter, pas les fonctionnaires, puisqu'ils sont priés de fermer leur gueule. Donc qu'est-ce qui restait? Les ONG. Donc vous avez 90 Olibrius ayant des problèmes d'ego, chauffés à blanc, qui se sont pavadés devant les caméras en disant c'est un échec. Ces gens-là ont fait perdre 6 ans au monde. 6 ans. Ils ont fait perdre au monde. 6 ans. Parce que ce n'était pas du tout un échec, c'était un immense succès. On venait enfin de se mettre d'accord sur les objectifs. Enfin. C'était comme si votre assemblée de copropriétaires venait enfin de décider que le montant des travaux, à l'unanimité et par consensus, c'était 200 millions et pas 400 et pas 300 et pas 222. Voilà ce qui venait de se passer. Et qu'on allait d'abord s'occuper de la plomberie et ensuite de la toiture. Ce n'est pas du tout un échec. Donc, c'est juste pour vous dire, à partir de cette petite courbe, je suis tout à fait d'accord avec Brice, quand il dit Brice Lalonde, il a tout fait depuis 72, hein, absolument tout. Si un jour vous avez l'occasion d'aller l'écouter, allez-y, c'est passionnant ce qu'il raconte. Eh bien, on a tout fait, depuis 23 ans, on n'y arrive pas parce que c'est pas possible de se mettre d'accord sur l'organisation d'une récession mondiale. Et heureusement pour une fois là que les politiques n'ont pas compris ce qu'ils signaient, parce que s'ils avaient compris que 2 degrés c'était la récession mondiale, ils n'auraient jamais signé. Mais donc, c'est ça qui s'est passé à Copenhague. Il y a eu un conseil d'administration qui s'est installé overnight. Alors pour autant, le problème n'est pas derrière nous. Et le problème n'est pas derrière nous parce que le CO2 est un oxyde. Alors je vais revenir à un peu de science, je suis désolé, mais je finis dans 10 minutes. J'en vois un inquiet qui regarde sa montre là-bas. Le CO2 est un oxyde. Pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de chimie, vous savez probablement que les oxydes, c'est les formes stables des molécules sur Terre. L'oxyde de fer est présent dans la croûte terrestre depuis 4 milliards d'années et demie. Donc c'est stable, l'oxyde de fer. Hein. Le fer n'est pas stable, il rouille. L'oxyde de fer, c'est stable. Tous les oxydes, donc, sont des formes stables. Le CO2 est un oxyde, dioxyde de carbone, donc c'est stable. Et une fois que vous le mettez dans l'atmosphère, comme c'est stable, il ne fout pas le camp. Parce que c'est stable. C'est tout con, hein, mais c'est comme ça. Bon. Et en pratique, alors il ne fout pas le camp, il fout quand même le camp, mais lentement. Il fout le camp avec 2 processus qui ne sont pas des processus chimiques. Il y a un processus de dissolution dans l'océan, qui est un processus physique, et dont du reste la limite, c'est que la pression partielle de CO2 devienne la même dans l'océan et dans l'atmosphère. Quand vous en arrivez là, le puits océanique s'arrête. Et en ce qui concerne la photosynthèse, c'est un photon, donc il faut de l'énergie. Donc c'est un procédé endothermique, il y a besoin d'énergie. D'accord ? Mais sinon, il ne s'en va pas. Donc comme il ne s'en va pas facilement, quand vous créez un surplus de CO2 dans l'atmosphère, ce que nous avons fait aujourd'hui, on est passé de 280 à 400 parties par million en l'espace d'un siècle et demi. On a donc créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère que normativement je colle à 100 au début de mon histoire. J'arrête demain matin les émissions. D'accord ? Je les arrête. Eh bien, au bout d'un siècle, 40% de ce surplus est encore là. Au bout d'un millénaire, 20% de ce surplus est encore là. Et au bout de 10 000 ans, 10% de ce surplus est encore là. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'il n'existe pas de notion de remise en état du système en ce qui concerne le changement climatique. En ce qui concerne les conséquences, pour aussi longtemps que vous vivrez, et vos enfants aussi, demain sera pire qu'aujourd'hui. Pour aussi longtemps que vous vivrez, et vos enfants aussi. À cause du fait que le CO2 est un oxyde. Et comme je ne pense pas non plus qu'on changera le fait que le CO2 est un oxyde par un vote à l'Assemblée nationale, ou par une politique publique quelle qu'elle soit, il va falloir vivre avec. Voilà, donc on est sur des pas de temps qui dépassent l'entendement et qui dépassent surtout un mandat électoral. Je rappelle, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au courant, ce dont on parle quand on parle d'une élévation de température un peu significative. Vous avez ici les écosystèmes installés en Europe, enfin une représentation des écosystèmes installés en Europe, si vous ne les supprimez pas pour faire les bureaux régionaux de l'ADEME, plus tout un tas d'autres trucs qui sont moins indispensables, des champs, des routes, des ponts, des écoles, là où vous habitez, etc. Vous voyez qu'on a essentiellement affaire à des forêts, donc l'écosystème climaxique, celui qui s'installe si on lui fout la paix. Aujourd'hui,
c'est des forêts, donc des grosses espèces végétales. Hein, ça veut dire qu'il pleut suffisamment et que la température est sympa. Vous avez quelques endroits où ce n'est pas le cas, donc là il ne pleut pas assez, puis là il fait trop froid et donc trop sec, et vous avez également un problème. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. Donc il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire, il fait plus froid qu'aujourd'hui, hein, bien évidemment, et le paysage européen est extrêmement différent de ce que nous pouvons voir aujourd'hui. D'abord, l'Agence européenne de l'environnement qui est au Danemark, je crois, non? Hein? Copenhague, c'est ça, Danemark. Eh bien là, ils ne nous emmerdent plus. Les Danois sont sous la glace. Voilà, les Suédois ne nous font pas la morale, ils sont sous la glace aussi, donc c'est parfait. Les Finlandais ne causent pas de problème au comte d'Areva, ils sont sous la glace. Tout le monde est content. Vous avez une énorme calotte de glace qui est posée sur la Scandinavie, qui fait 3 km d'épaisseur, et du reste, elle a une grande sœur posée sur le Canada, qui fait également 3 km d'épaisseur. L'Antarctique a également grossi, le Groenland a grossi. Et toutes ces calottes, en grossissant, ont pris tellement d'eau dans l'océan, dont le fond est toujours au même endroit, que le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc Transmanche a fait faillite, enfin en fait il n'y a pas de Transmanche. Le tunnel sous la Manche a fait faillite aussi, il n'y a pas besoin de le creuser, on passe à pied sec. Les Écossais ne nous emmerdent pas dans le tournoi Destination, vous voyez, ils sont sous la glace, et on peut aller mettre la pâtée aux Irlandais à pied sec, les bonnes années. Vous voyez également que le temps étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec. Quand le temps est plus froid, vous avez moins d'évaporation, donc moins de précipitations, donc c'est beaucoup plus sec. L'endroit le plus sec au monde, c'est l'Antarctique. Hein. C'est le milieu de l'Antarctique, où vous avez 1 ou 2 cm de précipitation par an. C'est encore pire que dans l'essentiel du Sahara. Et donc la végétation n'a rien à voir, et les gros animaux en bout de chaîne trophique que nous sommes, on est capable d'en nourrir 100 000 en France, avec quelques baies récoltées l'été et quelques animaux qui ne sont pas d'accord pour, mais qu'on arrive quand même à attraper, qui servent de complément alimentaire. Donc vous voyez 100 000 bonshommes, c'est-à-dire la population d'un arrondissement parisien. Quand la Terre est passée du paysage de gauche au paysage de droite pour l'Europe, tout ce qu'elle a fait, c'est de se réchauffer de 5 degrés. En moyenne planétaire. Et elle a fait ça en 5000 ans. Et à l'époque, la migration des sociétés humaines ne posait pas de problème. C'est-à-dire que la société humaine, c'était quelques centaines de personnes. Le chef prenait sa plus belle massue, distribuait les baffes, déménageait tout le monde. Et si on en perdait la moitié au passage, ce n'était pas un sujet, ça n'a absolument pas empêché l'espèce de survivre. À preuve, vous êtes dans cette salle. Et il n'y avait pas la CGT ni Amnesty International pour s'émouvoir. Tout ça n'était juste pas un sujet. Aujourd'hui, il est bien évident qu'une élévation de température de même ordre de grandeur, arrivant sur une échelle de temps 100 fois plus courte, appliquée à des sociétés qui se sont sédentarisées il y a 10 000 ans et qui ne peuvent pas déménager en prenant sur leur dos toutes les infrastructures qu'elles ont construites. Si vous essayez de déménager Notre-Dame de Paris sur votre dos, c'est quand même un peu compliqué. Il est absolument évident pour moi que ce genre de transition à large échelle va engendrer des déstabilisations sociales, économiques et donc politiques, et donc créer des conflits partout. Donc la transition en Île-de-France, ça veut aussi dire des hordes d'immigrés qui vont arriver d'Afrique du Nord, d'Afrique tout court, voire de France. Ça veut aussi dire ça. Ça veut aussi dire ça. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il n'y a pas un responsable politique qui voit le problème comme ça. Pas un. Alors Meadows, dont on parlait tout à l'heure, je vais vous en parler 15 secondes, il se trouve que déjà en 1972, il avait réfléchi à tout ça. Alors Meadows, en fait, c'est un héritier de Forester, qui est professeur de dynamique des systèmes au MIT, et qui, durant les années 60, avec l'informatique rudimentaire de l'époque, parce que je vous rappelle que le premier ordinateur, c'est dans les années 50, l'ENIAC, commence à essayer d'imaginer une manière de modéliser l'avenir de l'humanité. Alors il dit, l'humanité, c'est quoi? C'est une population. Elle mange, elle produit des choses, des services, elle tape dans un stock de départ constitué de ressources, et elle a un exutoire, une fois qu'elle a transformé, avec des sous-produits indésirables de cette transformation, qui s'appelle la pollution. D'accord? C'est ça l'idée générale de Meadows. Et Meadows, il fait un modèle dans lequel vous avez des asservissements dans tous les sens. Par exemple, quand vous avez plus de ressources, vous pouvez investir une partie de ces ressources dans l'agriculture, et tant que vous n'avez pas de facteur limitant, la production agricole augmente. Du coup, vous pouvez augmenter la population, en retour, etc. D'accord? Donc vous avez un système asservi avec des boucles de rétroaction. Et ceux d'entre vous qui ont fait de l'électronique pendant leurs études ont regardé, en général, de la dynamique des systèmes. L'électronique, c'est exactement ça, c'est l'apprentissage de la dynamique des systèmes.
Alors Meadows dit, voilà, je modélise, et puis Meadows, il vérifie quand même que la modélisation qu'il fait représente à peu près l'évolution passée du monde, et c'est exactement ce qu'il constate au moment où il sort son rapport. Alors au moment où il sort son rapport, Meadows, il n'a absolument pas dit le monde va s'effondrer demain matin, il n'a même pas dit le monde va s'effondrer en 2000. Vous voyez, nous arrivons ici en 2017, et en 2017, avec la modélisation de Meadows, on a toujours une population qui croît, on a toujours une production agricole qui croît, on a toujours une production industrielle qui croît, on a entamé le stock de ressources non renouvelables, pas encore de manière monstrueuse, et on a commencé à créer des perturbations environnementales partout, pas encore de manière monstrueuse. C'est après qu'on commence à rigoler. Et donc Meadows, il dit, en gros, les exponentielles étant ce qu'elles sont, vous connaissez les exponentielles, hein, et en particulier cette petite blague sur combien de temps il faut pour occuper toute la mare avec des nénuphars. Vous savez, vous avez des nénuphars dont la surface double tous les jours. Et puis au bout de 29 jours, la moitié de la mare est occupée. Combien de temps il faut pour occuper l'autre moitié? Il faut 1 jour. Hein. Donc la magie des exponentielles, c'est que ça raccourcit le temps de plus en plus. Donc ce n'est pas parce qu'on a été tranquille pendant 30 ans qu'on est encore tranquille pendant 30 ans. On peut avoir été tranquille pendant 30 ans et être encore tranquille pour 3 ans, ou 2, ou 1, ou 6 mois. Et ce que dit Meadows, c'est vous pouvez tripoter l'optimisme sur les hypothèses initiales dans tous les sens que vous voulez. Tant que l'humanité veut absolument que ça augmente, le système s'effondre sur lui-même avant la fin du XXIe siècle. D'accord ? Et Meadows fait des calculs en disant, est-ce qu'il y a un niveau auquel ce truc-là se stabilise forever? D'accord? Je monte le truc, et après je le stabilise, et le châtelier est respecté. C'est-à-dire que mon système ne sort pas d'un état d'équilibre. Hein? Parce que si ça monte au-dessus de cet état-là, vous êtes dans ce que Meadows appelle overshoot and collapse, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez franchi le seuil, et le système, par ce franchissement de seuil, est amoindri et ne peut plus remplir sa fonction derrière, quoi que vous fassiez. Hein? Donc vous avez overshoot and stabilization. Par exemple, vous avez une pointe d'acier qui s'approche dangereusement d'une bâche en plastique dans laquelle vous avez de l'eau. Si elle s'approche et qu'elle rentre un tout petit peu dedans, etc., et vous avez le temps de mettre une rustine, tout va bien. Si elle s'approche, qu'elle se met à tourner dans tous les sens, etc., là vous êtes en overshoot and collapse, derrière vous ne pouvez plus rien faire, le truc se vide irrémédiablement. Hein. Donc Meadows, c'est ça qui l'intéresse, c'est de savoir combien la perturbation va empêcher le système de retrouver quelque chose, un état d'équilibre pertinent. Et là, il dit, oh bah, si on pousse le truc jusqu'au bout, après, ça tout s'effondre, on ne peut plus rien faire. Et pour finir, pour aujourd'hui, ça a un tout petit sujet avec l'indicateur euro dont on s'occupait tout à l'heure. Parce que, en gros, la manière dont on raisonne aujourd'hui, c'est j'ai une valeur ajoutée globale, qui est un flux. Hein. Je vous rappelle que le PIB, c'est la contrepartie monétaire d'un flux de transformation. Donc c'est un flux, ce n'est pas un stock, ce n'est pas une richesse. Hein, c'est des charges. Quand vous augmentez, quand vous allez claquer votre héritage au casino, vous augmentez votre PIB personnel. Vous augmentez votre train de vie, transitoirement. Vous diminuez vos actifs, mais vous augmentez transitoirement votre train de vie. C'est très exactement ce qu'on fait aujourd'hui. L'augmentation du PIB consiste à diminuer les actifs naturels pour augmenter notre train de vie. Ça marche le temps que vous avez des actifs naturels à dilapider. Puis après, ça ne marche plus. Alors, en attendant, tant que le PIB augmente, c'est génial, parce que le PIB de l'année N vous permet d'avoir de l'argent pour traiter, alors on va dire, sigma d'un côté et un nouveau problème B de l'autre. Si vous augmentez le PIB l'année d'après, vous voyez, vous pouvez avoir encore plus d'argent pour traiter le problème A, encore plus d'argent pour traiter le problème B, puis rajouter de quoi traiter un problème C. Donc dans un monde en croissance, les élus peuvent vous dire « je vais mieux m'occuper l'année prochaine des handicapés que je l'ai fait l'année dernière, et en même temps, je m'occuperai mieux des vieux, des jeunes, des chômeurs, du budget de l'ADEME, du chiffre d'affaires de carbone 4 et de la fabrication des coussins. Je fais tout à la fois, puisque mes moyens augmentent. D'accord? Je suis capable d'augmenter partout et tout le temps. Le problème, c'est quand d'une année sur l'autre, le PIB diminue. Le simple fait de garder la même chose pour un problème donné vous empêche de garder la même chose pour les autres problèmes à traiter. Dit autrement, dans un monde en croissance, comme disait, paraît-il, Francis Bouygues, il n'y a pas de mauvais manager. Dans un monde en croissance, il n'y a pas de mauvais manager. C'est au pied du mur que vous reconnaissez les bons. Or, la classe politique qu'on a aujourd'hui a été forgée dans un monde en croissance. Donc il n'y a pas de bons.
Première approximation. Non, mais il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a pas. J'ai été touché quand j'ai fait mon cours à l'ENA, il y a quand même un élève, c'était marrant, c'est un étranger je pense en l'occurrence, donc il a osé poser une question que ses copains n'ont pas posée. À la fin d'un cours de cette nature, il me dit mais est-ce que les politiques sont au courant? À l'ENA, j'ai trouvé ça délicieux. Et je lui ai dit bah non. Pour être au courant, il faut suivre un cours, c'est pas parce que vous devenez ministre ou député que vous avez suivi un cours. Vous avez été élu, mais vous n'avez pas suivi un cours. Puis une fois que vous êtes élu, vous n'avez pas le temps d'en suivre. Donc c'est ça le sujet, c'est comment je répartis l'effort. Comment? Je répartis l'effort. C'est juste ça. Donc, dans un monde sans croissance, toute augmentation à l'ancienneté garantit du chômage ailleurs. Comment vous traitez ça? Comment vous traitez ça? Compliqué, hein? Donc, vous n'avez que des effets d'éviction dans un monde sans croissance. Alors ça, c'est évident, encore une fois. La dynamique des systèmes est capable de vous le quantifier, ce truc-là. Mais bon courage avant que cette dynamique des systèmes-là aille infuser des politiques publiques. De mon vivant, je pense que je ne le verrai pas. Pas beaucoup. Voilà, je vais finir avec une petite note d'humour. Vous avez ici un petit calcul que je vous livre sur les gens qui disent tout ça. C'est des conneries, on s'en fout, l'espace est immense. Monsieur Elon Musk a dit qu'on allait vivre sur Mars. Donc tout ça, c'est des conneries, on a des planètes de rechange. Vous avez ici un engin minier un peu particulier qui est la fusée Saturne V. Pourquoi c'est un engin minier un peu particulier? Parce qu'on a totalement envoyé sur la Lune, alors avec quelques mineurs, qui s'appelaient Buzz Aldrin, Neil Armstrong, etc., mineurs bien payés, compris quelques riches quand même, donc c'était bien payé. Et ils sont revenus avec un peu de minerais. Donc les envoyer là-dedans, ça a coûté 120 milliards de dollars, ils sont revenus avec 400 kilos de minerais. Donc vous pouvez aller miner les astéroïdes. Avec cette technologie-là, ça vous coûte 300 milliards de dollars la tonne de minerai. Alors admettons qu'on fasse des progrès avec des robots, etc. Je veux bien qu'on gagne un facteur 100. Mais enfin, 3 milliards de dollars la tonne de minerai versus le fait qu'une tonne de minerai de fer, c'est 50 ou 100 dollars. Je ne suis pas très confiant sur le fait qu'on va pouvoir maintenir une civilisation industrielle avec ça, si vous voulez. Voilà, et enfin, je vais finir avec un tout petit couplet sur démocratie et système élu versus entreprise. Je vous le dis pourquoi, parce que en fait, j'ai mis longtemps, je vous le redis, à mon âge, je suis très lent, et j'ai mis longtemps avant de comprendre que les gens à qui je parlais, moi inclus, parce que je me parle à moi-même, je m'entends, en fait, on avait des réflexes, parce que vous savez, on fait confiance à nos sens, on est des animaux après tout, hein. On avait très souvent des réflexes qui étaient issus de notre expérience professionnelle immédiate. Or, les gens à qui je parle, sauf exception, ne sont pas dans le monde politique. Donc, je n'ai à peu près jamais d'intervention dans le monde politique. Quand je dis dans le monde politique, c'est à des élus, on en fait très peu. Donc je fais des interventions devant des gens qui, quand ils travaillent dans des entreprises et dans des administrations. Donc c'est des gens qui travaillent dans un système hiérarchisé. D'accord ? Dans une entreprise et une administration, il y a un chef, voilà, il donne des instructions, et puis il y a des collaborateurs et ils appliquent les instructions. Donc si on dit aux salariés de l'ADEME, vous allez vous occuper de ce qu'il y a dans les poubelles, il ne s'occupe pas de lui-même d'aller regarder comment on fait pour vendre plus de cerfs-volants. Il ne fait pas ça. D'accord ? Et si on lui dit votre bureau est à Angers, de lui-même, il ne va pas s'installer à Lille. Et si on lui dit le travail démarre à 9h du matin, de lui-même, il ne se met pas à travailler à 3h du matin jusqu'à 6h et il s'arrête après. D'accord ? Donc vous avez un chef, le chef a les moyens de faire respecter des instructions. Alors, virer un fonctionnaire, c'est un peu plus compliqué, vous pouvez le placardiser, ça marche. En ce qui concerne l'entreprise privée, bah, vous avez quelqu'un qui refuse d'exécuter les ordres, c'est prévu dans le code du travail, vous le foutez à la porte. Hein ? Donc, il n'y a pas de sujet. Et il y a des moyens de faire respecter les instructions, pour de vrai. Et alors, du coup, le réflexe de tous les gens qui entendent l'exposé de ce genre de problème, c'est de dire, mais que fait la police ? Alors, la police, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le chef, après tout. Ben non. Le problème, c'est pas le chef. Le problème, c'est que c'est un exécuteur testamentaire de tous les gens qui ont voté pour lui. Donc eux, puis eux, puis eux, puis eux, et eux. Donc en fait, ce type-là, il décide de rien du tout, il arbitre. Il est dans un système de flux remontant contradictoire. Et là-dedans, je ne vous ai pas encore mis le MEDEF qui dit virez-moi des charges sociales, pendant que la CGT vous dit moi je veux qu'on en rajoute, etc. Enfin, je veux dire, il passe son temps à recevoir des injonctions contradictoires.
Donc qu'est-ce qu'il fait? Il arbitre en fonction de la moindre nuisance. C'est très exactement ce que fait un élu. Il arbitre en fonction de la moindre nuisance. Donc les gens qui gueulent le plus fort, ou plus exactement les gens qui ont le plus de pouvoir de nuisance, gagnent. Et je vais vous donner une expérience personnelle là-dessus. J'ai été un compagnon de route de l'ami Nicolas Hulot à l'époque du pacte écologique. D'accord ? À cette époque-là, Nicolas et un certain nombre de librius dans mon genre réfléchissent à des trucs, alors on en était en plus, on a fait du chemin quand même en 10 ans, à des trucs qu'on pouvait proposer. Ça donne donc le pacte qui sort avec un certain nombre de mesures qu'on propose, avoir quelqu'un... Et puis tout le monde s'en fout royalement, les candidats ne le signent pas, jusqu'au jour où Hulot dit je songe à me présenter aux élections, et alors à ce moment les candidats disent oh putain, s'il se présente 10%, il fait le deuxième tour, oh je signe. Donc le premier à signer c'est Bayrou, parce que Bayrou il a besoin de se différencier, il est au centre, et Hulot quelque part occupe ce terrain-là, au niveau de l'électorat, de la sensibilité électorale. Une fois que Bayrou a signé, Royal est coincé, elle est obligée de signer. Et une fois que Royal a signé, Sarkozy est coincé, il est obligé de signer. Et de cette époque-là, soit dit en passant, Sarkozy a voué une haine féroce à Hulot, comme il voit une haine féroce à tous les gens qu'il avait obligés à plier. Donc il n'est pas du tout allé signer le pacte de gaieté de cœur. Il est allé le signer parce qu'il était électoralement coincé. Bon. Il y a 7 ans, moi j'ai fondé le Shift Project. Je suis un illustre inconnu. Si je dis retenez-moi ou je me présente aux élections présidentielles, je pense que je peux concurrencer Coluche, mais je ne ferai sûrement pas 10%. Enfin, je peux concurrencer Coluche pour faire rigoler les gens, je veux dire. Mais je ne ferai pas 10%. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de faire de la dynamique des systèmes. Donc, on a essayé de faire des calculs intelligents en disant, etc. Le monde politique s'en fout comme de l'an 40. Mais vraiment, il s'en fout comme de l'an 40. Hulot inclus du reste depuis qu'il est ministre. On fout comme de l'an 40. Voilà. Et en plus, si je me limite au domaine qui m'intéresse moi, l'énergie, vous avez des gens qui sont absolument contre tout, y compris contre tout. Donc en fait, dans le domaine de l'énergie, vous êtes exactement, dans le domaine du changement climatique, exactement comme dans les autres domaines, vous avez des tas de gens qui gueulent pour, qui gueulent contre, etc. Et personne n'est d'accord sur rien. Voilà, donc bon courage, parce que je pense que la politique publique se contrefout de la dynamique des systèmes. Alors je vais quand même finir par un truc qui est plus optimiste que ça. En démocratie, je le redis, le système est remontant. Qui ne se fout pas de la dynamique des systèmes? Les corps intermédiaires. C'est-à-dire que les seules catégories qui ont 2 heures de temps pour écouter des raisonnements compliqués et essayer de se les approprier, c'est absolument pas les élus qui, eux, ont 30 secondes pour arbitrer des conflits. Rappelez-vous de ce que disait Michel Rocard, qui est pourtant un type absolument génial. Il disait « Premier ministre, c'est un boulot absolument horrible. Vous devez décider toutes les 2 minutes sur un sujet auquel vous n'avez rien compris. » C'est dans ses mémoires. C'est dans ses mémoires. Non, mais ce type était génial. Du reste, c'est pour ça, à mon avis, qu'il n'est jamais devenu président. Il n'était pas assez démago pour ça. Donc, en termes de politique publique, avoir de l'influence directement sur un élu par sa seule intelligence, je suis désolé de vous désespérer, ça n'existe pas. Par contre, par sa seule intelligence, avoir de l'influence sur des corps intermédiaires qui eux-mêmes vont pouvoir rassembler des forces qui feront pression sur les élus, ça c'est possible. Voilà. Donc je vais finir cette intervention en disant ce cycle sera utile, non pas s'il tente d'infuser directement le monde politique avec des idées intelligentes, parce que ça ne sert à rien, mais s'il tente d'infuser le monde des corps intermédiaires avec des idées intelligentes. Et là, vous allez avoir un problème, parce que vous êtes comme tous vos petits copains qui dépendent du pouvoir politique. Si les choses intelligentes que vous avez envie de dire sont trop orthogonales à la démagogie du moment, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça qu'il y a eu 2 rapports sur 100% ENR qui sont sortis avec des calculs ni fait ni à faire, quand vous regardez dans le détail, tout simplement parce que c'est ça qu'on a envie d'entendre en ce moment, et donc c'est ça qui sort. Voilà. Je pourrais vous citer plein d'exemples. Je peux vous dire par exemple qu'en ce moment, si au sein de RTE, vous souhaitez émettre des réserves sur la pertinence du scénario 50% de nucléaire, y compris sur l'objectif du risque nucléaire, parce que moi je fais partie des gens qui disent que ça va l'augmenter. Il y a une page sur mon site, allez la lire si ça vous amuse. Je pense que ça va l'augmenter, ça ne va pas du tout le baisser, ça va l'augmenter. C'est pas possible, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Brottes, qui a fait voter la loi des 50% de nucléaire, et donc son problème d'ego est supérieur à l'intérêt du pays. Non, mais c'est pas une blague, c'est un drame. Bon. Donc c'est ce que je disais, bon courage si vous souhaitez, voilà, il ne faut pas le dire trop fort, voilà, c'est mon conseil. Si vous avez des choses intelligentes à dire, ne les dites pas trop fort. Il faut infuser les corps intermédiaires à bas bruit. Voilà, c'est ça, j'ai terminé.
Merci Jean-Marc Jancovici, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Vous avez souligné les limites de la démocratie et vous avez d'ailleurs consommé le temps de parole qui était attribué à la salle, ce qui est une bonne illustration. Y a-t-il quand même quelques questions à Jean-Marc Jancovici sur certains points de son intervention Alors on était orienté très énergie, on va être un peu plus ressources, les deux étant liés, mais dans le cadre de la table ronde. Oui. Alors il y a des micros, je ne sais pas si... Pendant que le micro arrive, en fait, l'énergie, enfin la ressource est au premier ordre une question d'énergie. Si je creuse sous la terre, là, ici, je vais trouver dans 1 mètre cube de terre les 92 éléments du tableau de Mendeleïev. Donc c'est juste une affaire d'énergie d'arriver à les extraire et à les purifier. Donc au premier ordre, sauf pour les ressources biologiques, parce que ça, toute l'énergie du monde ne refait pas le code génétique du tigre, mais sauf pour les ressources biologiques, pour toutes les ressources minérales, c'est au premier ordre une question d'énergie. Bonjour, merci beaucoup. Michael Evrard, je dirige une agence locale de l'énergie. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses dans votre conférence et c'est toujours aussi brillant, mais par rapport à l'Île-de-France, le concept de retour d'énergie reçue sur l'énergie investie, parce que c'est une des problématiques en Île-de-France, évidemment, qui importe 100% de son énergie de ses matériaux et qui exporte 100% de ses déchets. Et peut-être revenir sur un bout de votre conférence pour expliquer ça, c'est-à-dire on peut se payer des hôpitaux à du 14 pour 1 et les agrocarburants aujourd'hui sont sur du 1,1 pour 1. Et donc on ne va pas y arriver avec ces solutions-là. Est-ce que vous pouvez le préciser ça, c'est ce que j'ai expliqué là, et là. En gros, la possibilité de dégager du temps et des ressources pour faire des choses qui ne sont pas strictement alimentaires dépend du fait que vous avez déjà satisfait les fonctions vitales de la population avec simplement une fraction de la population qui s'en occupe. Une autre manière de le dire, c'est que la quantité de services que vous pouvez offrir à la population est une fonction inverse de la quantité de personnes qui travaillent dans le système énergétique. Donc en fait, plus vous augmentez le nombre de gens qui travaillent dans le système énergétique, et moins vous aurez de services à offrir à la population. Ce qui n'est pas nécessairement un drame en soi, mais il faut le savoir. Donc vous avez la possibilité d'avoir du temps long pour former des médecins, parce que les médecins ont par ailleurs leur nourriture assurée par d'autres sans qu'ils aient besoin de s'en occuper, leur logement assuré par d'autres sans qu'ils aient besoin de s'en occuper, leurs vêtements assurés par d'autres sans qu'ils aient besoin de s'en occuper, etc. Donc dans une logique de dynamique des systèmes, effectivement, vous avez besoin d'avoir une forte productivité des travaux sur la matière pour que vous puissiez libérer du temps pour former des gens qui vont vous offrir des services beaucoup plus basés sur la connaissance que basés sur la matière manipulée stricto sensu. Alors, il y a effectivement des gens qui considèrent qu'un bon proxy de la quantité de services que vous pouvez offrir à la population, c'est ça la pyramide de Maslow, c'est le fameux EUROI du système énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que vous extrayez de l'environnement pour faire fonctionner le système énergétique lui-même. Hein? Alors, sauf que rien que définir correctement ce que c'est que l'EUROI est un débat de spécialistes qui prend très longtemps. Il se trouve que le Shift a co-organisé une école de physique aux Ouches qui était totalement dédiée à cette histoire il y a maintenant 2 ans. Donc c'était juste un prétexte pour aller en face du Mont Blanc pendant une semaine au mois de mars. Non, pardon. Donc ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a essayé déjà de se mettre d'accord sur les frontières du système. Parce que quand vous extrayez un baril de pétrole de terre, vous pouvez dire l'EUROI, c'est l'énergie que j'ai utilisée pour extraire le pétrole, sur l'énergie extraite. Mais vous pouvez là-dedans rajouter l'énergie du raffinage.
parce que vous n'utilisez pas le pétrole brut. Vous pouvez rajouter l'énergie du transport. Vous pouvez rajouter l'énergie qui est utilisée pour fabriquer les engins de forage, les bateaux, la raffinerie, etc. Bon, donc vous avez un sujet de frontière du système qui est un vrai sujet de débat, pas complètement... et or, pour qualifier un ROI global du système énergétique, vous avez besoin de vous mettre d'accord là-dessus. Voilà. Donc c'est pour ça que cette pyramide de Maslow, elle n'est pas nécessairement... on comprend le concept. Le concept, c'est plus, en gros, vous arrivez à extraire de l'énergie de l'environnement avec peu de moyens, et plus vous allez vivre dans une société d'abondance. Voilà, c'est ça le concept. Donc moi, je l'ai redit autrement, en expliquant pourquoi on était passé des renouvelables aux fossiles, hein, mais quelque part, ça reflète ça. Et à l'inverse, dans une société totalement agraire, vous n'avez pas la possibilité d'avoir du temps pour former des médecins. Et la sagesse est partagée entre tout le monde, quelque part. Donc vous avez des remèdes simples à utiliser à base de plantes, partagés entre tout le monde, et vous n'avez pas de trucs beaucoup plus sophistiqués que ça, qui demandent une spécialisation de quelques-uns. Donc c'est très clair pour moi que la décroissance des flux énergétiques aura notamment un impact sur la quantité de trucs qu'on peut soigner. C'est ce qui me pousse à dire, dans les choses un peu cyniques que j'affirme parfois, qu'aujourd'hui, dans un contexte de décroissance énergétique, investir beaucoup de moyens pour maintenir les très vieux en vie, c'est quelque chose qui n'est pas équitable. Quand les très vieux meurent, ils meurent. Puis voilà, je veux dire, on meurt tous un jour. Hein. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Très très bien, voilà. D'accord. En même temps, c'est que vous ne nous entendez pas, mais vous entendez. Ok. Donc en fait moi je suis venu avec d'autres personnes du mouvement des villes en transition. Je fais aussi partie des Amis de la Terre, une des ONG qui visiblement vous posait problème en 2009. Et je suis aussi designer écologique, une approche de design qui n'est pas très répandue en France. Alors je voulais juste faire une remarque quand même, parce que la systémique, il y a différentes manières de traiter la systémique. Je trouve que là on en a parlé en filigrane. La systémique, ça peut être une vision comptable, c'est comme ce que j'appelle l'écologie Excel, c'est-à-dire si on se focalise sur le CO2 qui est un sujet important, et il y a beaucoup de choses dans votre présentation que je trouve tout à fait intéressantes, il y a des choses que je ne partage pas, mais c'est pas grave, on n'a pas le temps d'en discuter maintenant. Mais je veux dire, je vais faire un raccourci puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait, pour vous parler d'écologie de fichiers Excel, c'est dire que par exemple un arbre... ça va permettre de gérer tant et tant de CO2. Mais un arbre, ça cache une forêt, puisqu'en écologie, un arbre, c'est qu'une partie d'un écosystème. Donc ça, il faudra aussi, dans les présentations, de temps en temps, le faire sentir. Et il faut comprendre comment fonctionnent les forêts, et pas simplement parler de la quantité de CO2 liée à un arbre. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu fondamental aussi de pédagogie sur la systémique. Et là, ça n'apparaît absolument pas dans la présentation. Je pense que ça manque de choses incarnées, vivantes. Voilà. Et du coup, il y a des choses que, effectivement, on peut affirmer de manière plus simple, mais qui mériteraient de débat. Voilà. C'est juste un feedback, mais amical. Merci pour... c'est fait pour ça, d'ailleurs, vous êtes là aussi pour pouvoir exprimer des points de vue. Donc, Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Non. Non, c'est pas une question. Je ne suis pas d'accord avec une partie de ce qui a été dit, mais ce n'est pas une question. Donc. Y a-t-il d'autres remarques ou points de vue exprimés ou questions? Oui, monsieur, n'hésitez pas. Hein. On est là pour ça, il y a le micro à votre disposition. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ingénieur à l'ADEME, mais citoyen par ailleurs. Je vous remercie pour évidemment vos interventions. J'ai quand même alors je ne sais pas si c'est une question, donc je ne sais pas si vous répondrez en fait. Dans la famille si ce n'est pas une question, non. Enfin, non, je peux, mais à ce moment, ça va prendre du temps. Mais juste dans la famille des énergies renouvelables, puisque c'est pas qu'aujourd'hui, mais à vous connaître depuis déjà un certain temps et à vous lire également, on sent qu'il y a derrière les énergies renouvelables un certain nombre de questions que vous vous posez, qui sont légitimes, mais il y a un amalgame, à mon sens, important entre l'électricité renouvelable et la chaleur renouvelable. Oui. Et en fait, vous mettez dans l'énergie renouvelable l'ensemble des familles. Non. En traitant, et aujourd'hui vous l'avez fait, exclusivement... Non, j'ai mis... Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. New. Vous pouvez le laisser finir. New. Non. Voilà. Je voudrais juste terminer la question. Et vous l'avez fait aujourd'hui, quand vous avez parlé d'énergie renouvelable, vous avez parlé exclusivement de l'éolien et du photovoltaïque. Vous avez parlé du vent et du soleil, et quand vous parlez du soleil, vous parlez du photovoltaïque, sur lequel il y a certainement un certain nombre de problèmes. Mais ça serait intéressant peut-être aussi de réfléchir à l'aune de la chaleur renouvelable et des ressources mobilisables localement.
il y a des ressources, il y a des particularités régionales, notamment en Île-de-France, c'était le sujet du jour. Il y a peut-être aussi à faire la distinction entre l'électricité et la chaleur renouvelable, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, les modalités de mobilisation ne sont pas les mêmes, les bilans énergétiques globaux, conversion, énergie primaire, énergie finale ne sont pas les mêmes, et je pense que ça vaudrait peut-être de les distinguer dans vos propos. Merci. Alors, je vais quand même répondre, même si c'est parce que c'est la même remarque. Quand je vous ai montré ça, j'ai insisté sur le fait qu'on confondait énergie et électricité en permanence. Donc je crois que j'ai exactement fait ce que vous me reprochez de ne pas avoir fait. Sur ce graphique, ça c'est renouvelable, sauf qu'une partie n'est déjà plus renouvelable, parce qu'il y a de la déforestation là-dedans. L'hydroélectricité est parfaitement individualisée, et là c'est les nouvelles énergies renouvelables, c'est tout à fait explicité dans la légende. Quand j'ai parlé des 100 milliards mis en France, j'ai dit que c'était éolien et solaire. Donc je n'ai pas dit c'est renouvelable, j'ai dit c'est éolien et solaire. Donc je crois que j'ai été raisonnablement précis sur ce que je désignais. Et oui, je maintiens qu'aujourd'hui, mettre l'essentiel de notre pognon dans le photovoltaïque et l'éolien est une erreur majeure. Ça aggrave le problème. Vous parlez d'électricité, pas de chaleur. Oui, je suis d'accord. Éolien et photovoltaïque, on n'est pas sur la chaleur. Non, mais je n'ai pas en train de dire ce qu'il fallait faire. Je suis juste en train de dire mettre 100 milliards sur l'éolien et le photovoltaïque est un truc qui n'a pas de sens en France. C'est juste ça que j'ai dit. En fait, il y a un parallèle alors, et les énergies renouvelables. Non. Effectivement, pour l'enregistrement, c'est mieux peut-être que je prenne le micro. Non. Pour le coup, les 100 et ce que je dis, milliards... c'est qu'à 7 milliards sur Terre, vous n'aurez pas que de la chaleur renouvelable et que de l'hydroélectricité pour faire vivre tout le monde avec 15 000 $ de PIB par personne. On est d'accord, mais c'est juste ça que j'ai dit. Il est peut-être pertinent, quand vous annoncez les chiffres et quand vous avez un discours de modération de l'intérêt des énergies renouvelables, de distinguer l'évaluation que vous en faites sur la production d'électricité renouvelable, et vous venez de le refaire, parce que vous reparlez de photovoltaïque et d'éolien, et la production de chaleur renouvelable. Je pense qu'elles n'ont pas les mêmes destins, elles n'ont pas les mêmes ambitions, elles n'ont pas les mêmes intérêts non plus. Oui, j'avais dit le contraire. Question Jean-Marc Jancovici, est-ce que dans les modèles, quand on a quelques paramètres qui peuvent changer à la marge, ça n'inverse pas éventuellement des... Si, il y en a un qui changerait pas qu'à la marge, c'est la démographie. Ouais. Parce que c'est le premier problème à la base de tout le reste. Si on qui travaille sur les modèles explique bien qu'on est généralement, quand on établit un modèle, sur une photo et qu'après il faut réaliser le modèle pour avoir Après, il faut faire des règles de 3. Moi, j'adore les règles de 3. Il y a un truc qui s'appelle l'équation de Kaya, une règle de 3, et qui permet de montrer... je ne sais pas si vous savez, mais depuis qu'on a commencé à développer les ENR dans le monde, solaire et éolien, et hydroélectricité, parce que l'essentiel de l'accroissement ENR sur les 5 ou 10 dernières années, c'est de l'hydroélectricité, ce n'est pas du solaire et de l'éolien. Il se trouve que dans le même temps, on a eu l'essor des centrales à charbon en Chine, et le contenu moyen d'un kilowattheure d'énergie utilisée sur Terre, le contenu moyen en CO2, a augmenté sur les 15 dernières années. Pas de beaucoup, mais un peu quand même. Donc, on parlait d'arbres et de forêt tout à l'heure. Voilà typiquement un truc qui masque la forêt. J'en reviens à ce que je dis. Là, la presse vous parle d'un truc qui est une vue partielle du système. Moi, ce que j'ai simplement rappelé ici, c'est que ça, c'est pas ça. Et que les gens qui disent qu'on va faire de la croissance verte, ils pensent que ça va remplacer ça dans les 30 ans qui viennent. Bon, moi je dis non. Moi je dis l'essentiel du problème, si on veut tenir dans la boîte, il est dans la contraction des flux. Et j'ai osé dire un truc que très peu de partisans du solaire et de l'éolien disent. J'ai dit 2 degrés, c'est une récession. Il y en a combien qui le disent dans les partisans du solaire et de l'éolien? Ils sont tous rifkiniens, ceux que je connais. Quasiment tous. C'est-à-dire on va faire ça et en même temps on va avoir la croissance du PIB. Bon, donc ils ne sont pas du tout cohérents non plus dans ce qu'ils racontent. Enfin, moi je pense l'être, ils ne sont pas du tout cohérents dans ce qu'ils racontent. Voilà, donc après, le potentiel d'ENR en Ile-de-France, il est réel, comme il est réel dans beaucoup d'autres endroits sur la chaleur. Moi je suis un grand partisan des pompes à chaleur. Bon. Et si au lieu de mettre 100 milliards dans l'éolien et le solaire, on avait mis 100 milliards dans ce pays dans les pompes à chaleur, on pouvait payer une pompe à chaleur gratos à 10 millions de ménages. C'est-à-dire qu'on aurait débarrassé la France de son fioul et d'une bonne partie, et de l'essentiel de son chauffage à gaz. On aurait supprimé 25% des émissions de CO2 dans le pays. On aurait supprimé 15 milliards d'euros d'importation par an. D'accord? Donc pourquoi on ne l'a pas fait? Tout simplement parce que les gens qui sont vocaux sur la question de l'énergie font très exactement ce que vous me reprochez d'avoir fait alors que je ne le fais pas. Ils ne s'intéressent qu'à l'électricité et ils ne s'intéressent qu'au nucléaire. Donc ils ont poussé les subventions aux énergies renouvelables électriques. Ayant vécu de l'intérieur tous les débats énergétiques qu'on a eus depuis 2003, je peux vous dire que c'est très exactement ce qu'ils ont fait avec le soutien implicite des gaziers. Il y a encore des questions?
Sinon, j'en ai une, c'est est-ce que vous voyez se distinguer, parce que c'est pas rare que dans un ensemble de communautés humaines, il n'y ait pas des idées intéressantes qui émergent, est-ce que vous voyez, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, certaines dynamiques qui s'enclenchent, qui se révèlent, qui seraient un peu dans le sens de... Alors, des dynamiques qui s'enclenchent, oui. Est-ce qu'elles sont à l'échelle du problème? Non. Alors, c'est pas la question. Hein. Est-ce que c'est à l'échelle du problème? Ma réponse, ma réponse est qu'il y a des dynamiques et qu'elles ne sont pas à l'échelle du problème. Voilà, les deux. Alors, je le redis, ce qu'on m'a reproché tout à l'heure, c'est-à-dire de me focaliser sur le solaire et l'éolien, c'est pourtant ce qui est en train de se passer pour l'essentiel des débats sur la transition un peu partout. Quand on parle de la transition dans les territoires, ils rêvent tous de devenir autonomes en énergie, et en fait, quand ils vous disent ça, c'est je veux produire chez moi de l'éolien et du solaire, et la raison pour laquelle ils sont très intéressés à le faire, c'est que ça ramène des euros en même temps que ça permet de tenir un discours sympa. Donc c'est quoi les services que vous décrivez tout à l'heure, on peut avoir des services aussi. Non, ça ramène des euros, ça ramène de la fiscalité. Oui, mais ça ramène surtout de la fiscalité. Bon, parce que c'est pas des emplois locaux. Quand on vient ériger des éoliennes dans votre champ, c'est pas des mecs de votre commune qui vont le faire. Hein. Par contre, ça vous ramène de l'impôt, de la contribution foncière des entreprises. Ça, oui. Donc, vous êtes très content. Donc, dans les dynamiques intéressantes sur ce genre de sujet, en fait, je vais vous étonner, mais ce que je vois aujourd'hui de plus cohérent, ça vient plutôt du monde de l'entreprise. Qu'est-ce que peut-être des exemples de choses que vous avez vues qui sont assez cohérentes, justement, qui vous paraissent intéressantes, même si elles ne sont peut-être pas aujourd'hui? Je vais donner quelques exemples, mais ça va peut-être aller chercher dans des domaines qui vont vous trouver que ce n'est pas exactement l'aménagement francilien. Il se trouve qu'à titre personnel, un Carbone 4 travaille peu avec les collectivités locales à cause d'un truc qui s'appelle les appels d'offres, parce que évaluer le rapport qualité-prix quand vous faites des appels d'offres, c'est infaisable. Donc nous, on s'est traité des problèmes compliqués en discutant pendant 150 ans avec le client pour savoir comment on va le prendre. Vous êtes infoutu de faire ça dans le cadre d'un appel d'offres. Donc sauf exception, on ne travaille pas beaucoup. Puis après, vous avez une question, c'est le moins cher et le moins cher et le moins cher qui gagne. Donc, comme on embauche des gens qui ont fait des études supérieures, plutôt du haut du panier, on a une structure de coûts qui permet, et puis il y a des prix de marché, on ne peut pas y échapper, qui permet absolument pas de répondre dans les gammes de prix auxquelles on est. Voilà. Donc, en général, on n'essaye pas. Mais pour ce que j'en vois, vu de l'extérieur, en discutant avec des gens à droite et à gauche, etc., dans les collectivités locales, on a quand même une reproduction à petite échelle de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la dichotomie entre le discours électoral et la réalité de terrain. Donc en général, on borde le système aux frontières de telle sorte qu'on puisse dire que ce qu'on a fait est bien. On fait plutôt le truc à l'envers. Pour dire que le truc est bien, on adapte la frontière du système telle que... Paris neutre en carbone, ça arrivera le jour où Paris ne dépendra plus des touristes japonais qui viennent en avion. Bon, peut-être, je ne sais pas. Des touristes chinois non plus. Les grands magasins neutres en carbone, ça arrivera le jour où il n'y aura pas un chinois. Je peux vous dire, j'ai travaillé, mon bureau est juste derrière. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Galeries Lafayette et le Printemps sans chinois, ils auront quelques soucis avec leur chiffre d'affaires. Par ailleurs, je peux vous dire que sans CO2, fabriquer le métal des montres Gucci, etc., et sans méthane, fabriquer le cuir des sacs à main Vuitton, ça va être compliqué. Donc, très sympathique comme discours. Moi, je suis très pour qu'on dise on va faire un exercice, justement, un exercice de nature un peu scolaire, mais qui a énormément d'utilité pour comprendre comment le système fonctionne et est asservi. Donc qu'on dise on va jouer en chambre à Paris neutre en carbone pour voir ce que ça donne, ça, je suis tout à fait pour. Par contre, commencer à dire Paris sera neutre en carbone en 2050, heureusement qu'Hidalgo sera morte, parce que, ou qu'elle sera partie depuis longtemps, c'est évident que ça n'arrivera pas avec l'activité actuelle de Paris et que ça n'existera jamais, enfin, je veux dire. Bon. Donc, donc on retrouve dans les collectivités locales, donc plus elles ont des moyens de regarder loin, plus elles sont grosses, et plus elles sont grosses, plus elles sont dans la démagogie électorale. Inversement, quand vous êtes maire d'une commune de 80 personnes, où la démagogie électorale est un truc qui est plus compliqué parce que vous connaissez tous vos électeurs par le nom, donc c'est une alchimie différente qui fait. C'est plutôt un sacerdoce de devenir maire dans une commune de 80 personnes. Donc l'alchimie électorale n'est pas du tout la même et vous avez en général des trucs qui sont à la fois moins vantards et quelque part moins ambitieux. Ce que souligne très bien la presse ces derniers temps. On a entendu parler de ça, effectivement. Donc, en l'occurrence, je ne l'avais pas lu. Mais, mais dans les entreprises, il se passe des trucs intéressants et je vais vous donner deux exemples. On a à Carbone 4 en ce moment un client, on ne dirait pas qui, mais une grosse boîte, dont le directeur de la stratégie nous a commandé une étude sur qu'est-ce que je fais dans un monde qui est globalement en récession. Longue, structurelle. D'accord. Racontez-moi ce que peut devenir mon business.
Bon. Je n'ai pas vu ça dans une collectivité locale. Hein. C'est-à-dire qu'une collectivité locale qui nous demanderait « racontez-moi ce que je fais quand mon budget est devenu la moitié de ce qu'il est aujourd'hui », j'attends encore. Hein. La deuxième chose, deuxième exemple que je peux vous donner, c'est il y a des entreprises qui aujourd'hui organisent de la sobriété. Tout ce qui est colocation, c'est de l'organisation de sobriété, parce que vous diminuez les surfaces habitables par personne par rapport au fait d'avoir un logement seul. Parce que vous mutualisez la salle de bain, vous mutualisez la cuisine, vous mutualisez les couloirs, etc. Bon. Donc vous avez, voilà, deux exemples, juste deux exemples, pour montrer qu'il peut y avoir des trucs qui sont très intéressants en dehors de la politique publique telle qu'on a l'habitude de la penser. Alors, c'est encore parcellaire. Ce qui bouge aujourd'hui, c'est le temps que les gens acceptent de consacrer au sujet. Donc ça, si vous voulez un facteur multiplicatif un peu significatif à vous mettre sous la dent pour dire quand même j'observe quelque chose qui n'est pas juste epsilonique, c'est le temps que les gens acceptent de consacrer à commencer à comprendre ce qui peut se passer dans ce domaine-là. Par contre, si vous allez à l'étape d'après qui sont les moyens consacrés, moi, je n'ai pas encore vu aujourd'hui une collectivité locale disant je vais embaucher, donc je ne sais pas combien il y a de personnes au contrôle de gestion de la mairie de Paris, mais enfin on va dire quelques services comptables, on va dire quelques centaines ou quelques milliers, et qu'on compte le CO2 ou les arbres ou les pucerons ou etc. Parce que moi je suis d'accord, il faut compter plein de trucs. Pour le moment, je n'ai pas vu qu'on ait dit qu'on allait embaucher 500 personnes pour faire ce genre de comptabilité et s'en servir dans le cœur des décisions qu'on va faire derrière. Donc un niveau d'intérêt important, mais pas de... Donc l'allocation des moyens est absolument pas faite. Bon, alors on pourrait dire, oui, mais on a de moins en moins de pognon qu'on fait ce que je viens de raconter. Oui, j'ai d'accord, mais enfin, il y a des problèmes qui sont plus importants que d'autres. Donc peut-être que dans le contexte que je viens de donner, les merdes de chiens, c'est moins important que de mettre un peu de jus de cerveau dans ce sujet-là pour savoir comment on évite les émeutes. Peut-être. Donc aujourd'hui, je n'ai pas vu l'allocation des moyens qui va en face de l'ampleur du problème à traiter, et c'est également vrai dans les entreprises. C'est-à-dire que Carbone 4, qui revendique d'être un des plus gros cabinets comptables sur la question énergie-climat, parce qu'on m'a dit qu'il parlait que de CO2, non, j'ai parlé que d'énergie essentiellement, donc j'ai parlé que de flux physiques. Mais qui est un des plus gros cabinets comptables du CO2, donc des flux physiques sur la place de Paris, on est 40. Le plus gros cabinet comptable sur la place de Paris, c'est ou Deloitte ou EY ou je ne sais pas quoi, ils sont 10 000. Bon. Donc pour le moment, il y a une asymétrie de moyens entre je compte ce que Jean-Baptiste Osset nous a dit de compter et je compte le monde physique dont on dépend, qui est massive, absolument massive. C'est passionnant à souligner ce que vous avez fait ce soir. Il y a des ouvrages qu'on va trouver. Il y a une libraire qui est à la sortie de la salle si vous êtes intéressé par creuser davantage, parce qu'on est sur une synthèse quand même assez importante, on est sur quelque chose de très compressé. Il y a Dormez tranquille jusqu'en 2100 qui est sorti en édition poche chez Odile Jacob et qui se trouve ici. Je vais faire un peu de publicité. Très bien. Mon éditeur vous remercie. Le Shift Project dont on a parlé en début et en cours de présentation, Décarbonons, 9 propositions pour que l'Europe change d'air, qui est là un nouvel ouvrage. Et vous êtes prêt à dédicacer. Absolument.